Iman Marifi dans Confidence. Clap. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Confidence. Alors aujourd'hui c'est une émission particulière, hein. Comme vous le savez, ça fait plusieurs mois que le chaos règne dans la bande de Gaza et que j'ai pris la décision d'utiliser toutes mes plateformes pour éveiller les consciences avec des intervenants qui prônent la paix et l'humanité. Aujourd'hui, on reçoit une héroïne, vraiment, pour moi c'est une héroïne. Elle est infirmière. On s'est connus sur les réseaux sociaux à la période où je faisais de l'humanitaire lors du séisme au Maroc. C'est un plaisir pour moi de recevoir Iman Marifi. Comment tu vas? Ça va, ça va. Iman qui était justement il y a une demi-heure devant TF1 parce que TF1 a décidé de donner la parole à Shaitan Yahoo. Voilà. Moi, je l'appelle comme ça, vous le savez depuis le début. Bref, on est dans une situation assez compliquée en France. Ouais. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une nouvelle réalité où les masques tombent, où dans les médias, on assiste à des choses complètement irréelles. Donc voilà, comment tu vas? Je vais en fonction de l'actualité. C'est fou, hein? Je vais en fonction de l'actualité palestinienne. Concrètement, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que quand ça commence à aller mieux avec les actions des collectifs, etc. Quand il se passe comme ce qui s'est passé à Rafah, là, ça me remet au plus bas. Ouais, c'est fou. Dimanche, c'était Le jour de la fête des mères en France, justement, mon rappel pour l'actualité, il y a eu des bombardements dans des camps de réfugiés à Rafah. Ouais. Une 50aine de personnes qui sont mortes, un enfant qui a été décapité. On a assisté à l'horreur, on a vu des images en live. Et bien sûr, les justifications de Netanyahou, c'était une erreur, comme l'hôpital Al-Shifa à l'époque, comme le massacre de la farine, comme tout ce qui s'est passé ces derniers temps. À chaque fois, ah ben tiens, on s'est loupé, non, en fait. Humanitaires. Et les humanitaires World Kitchen qui se sont fait mitrailler. J'ai du mal à comprendre que en 2024, on assiste encore à des choses aussi horribles. Comment tu te sens depuis ton retour? Et on va revenir sur ton parcours également. Comment je me sens disons que maintenant, ma vie est forcément plus du tout la même. Il y a déjà toute l'actualité, bien évidemment. Il y a aussi mes engagements qui forcément me prennent du temps. Il y a toujours mon travail. À côté, je travaille. Je suis effectivement une maman, une épouse, une fille, une sœur. Donc, il faut aussi que je donne leur droit à ma famille aussi de m'avoir près d'eux. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, mais j'essaie de jongler avec toutes ces casquettes. Ouais. Pour l'instant, ça va, ça a l'air d'aller. J'essaie de quand même profiter de chaque instant avec mes enfants. De toute façon, depuis que je suis revenue, je profite encore plus parce que tu te rends compte un petit peu de la valeur de chaque moment, en fait. Exactement. J'ai trop vu de mamans pleurer, vraiment. Et vraiment trop de mamans, trop. J'ai pas de chiffres, mais trop de mamans pleurer. Tu vois, là, ça me fait penser à... J'ai vu un député qu'on ne citera pas, s'il te plaît. J'ai trop entendu son nom, mais ce gros député, là, sur le même... on sait de qui on parle, du coup. Voilà, qui a dit qu'il avait vu des mamans... Ça, je tiens à préciser. Il a dit avoir vu des mamans faire des you-you de joie d'avoir perdu des enfants en martyrs ou... Parce qu'ils étaient morts. Ouais, il a dit que l'islam, c'était une religion qui prônait la mort, c'est ça? Écoute, sincèrement, tu prends 15 jours à l'hôpital européen aux urgences. Donc, c'est pas n'importe quel service. D'accord? Tu prends 15 jours à l'hôpital européen aux urgences. Tu peux mettre une moyenne entre 15 et 20 morts par jour en arrivée comme ça, massive. Je n'ai vu zéro, pas un, pas deux, zéro proche, que ce soit une maman, un papa, un enfant qui pleurait son père ou sa mère, se réjouir. Effectivement, ils disent Alhamdulillah, qui signifie Dieu merci, parce qu'ils croient au destin. L'heure de la mort est écrite, ils croient en tout ça, d'accord? Donc ils disent c'est une épreuve, donc Dieu merci pour l'épreuve, je ferai ce que je peux pour l'accepter, l'absorber, la vivre et la dépasser, certes, mais de là à être content, oh il est mort, c'est trop bien, il sera martyr, je n'ai vu personne faire ça. Il faut arrêter. Que ce soit les personnes qui perdent leurs proches sur le moment, qui sont peut-être en état de choc, ou des personnes
toutes les personnes que j'ai rencontrées sont endeuillées. Il peut y avoir une espèce d'état de choc. Ouais, mais quand tu perds tes 3 enfants, je crois pas que tu fasses des you-you. Moi, j'y crois pas, mais cette histoire de vidéo. Même, D'ailleurs, on l'aurait vu, elle aurait tourné sur les réseaux si ça avait été le cas. Hein. Ça va très vite. Hein. Et surtout quand c'est dans le camp pour casser du sucre sur les musulmans, ça c'est sûr que ça serait sorti. C'est encore une fake news, mais j'ai l'impression que c'est la propagande de Tsahal, de cette armée soi-disant morale, qui depuis le début enfin pas le début du conflit, là, depuis ce qu'on voit depuis le 7 octobre, il y a une multitude de fake news qui sont sorties, comme celle des 40 bébés décapités. Là, il nous sort les you-you, machin. En fait, je me dis, à chaque fois, ça va être quoi la prochaine aberration, en fait. Et le fait qu'on donne la parole à ce genre de personnalité, je trouve que c'est assez problématique. Et le fait que, voilà, surtout dans des heures de grande écoute, là, le truc, je ne sais pas encore les retours qui vont retomber parce que là, on vous parle, on est en pleine dans l'heure où Benjamin Netanyahou va s'exprimer sur LCI ou TF1, je ne sais pas. On est tous choqués de tous ces massacres. Parce qu'on assiste en live à un génocide et on ne va pas attendre qu'il y ait 60 000, 80 000 morts pour décréter que c'est un génocide. Des gens, des enfants qui se font bombarder, à un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Donc franchement, déjà merci pour ce que tu as fait. Et puis le fait d'avoir une personnalité comme toi qui est revenue et qui a vu ces choses-là et qui peut témoigner de la réalité du terrain. C'est-à-dire que ces gens-là qui se pavanent sur les plateaux TV et qui disent des bêtises, ces gens-là n'ont pas été sur le terrain. Toi, tu l'as été. Du coup, parle-moi déjà des événements qui t'ont poussé à faire de l'humanitaire et notamment partir. T'en fais depuis quand de l'humanitaire? J'avais fait un stage quand j'étais étudiante, donc il y a déjà une vingtaine d'années. D'accord. Je me fais vieille, ouais. Il y a 17-18 ans. J'avais fait un stage et je savais qu'à un moment donné, j'allais finir dans une ONG. Ouais. Sauf que c'est très difficile en fait d'intégrer les ONG. C'est très compliqué. Psychologiquement, surtout pour une petite jeune comme ça, 18 ans. Ouais, ils prennent pas facilement. Donc on avait fait un stage dans un dispensaire en Afrique, mais j'avais pas plus réussi que ça à intégrer une ONG. Et c'est pas faute d'avoir plusieurs fois postulé. Et à côté de ça... Comment tu as eu cette empathie, justement? Pourquoi tu t'es dit humanitaire directement? Qu'est-ce qui a provoqué ça chez toi? Parce que dans ma vie personnelle, j'ai beaucoup été à l'hôpital quand j'étais plus jeune, pour des divers petits soucis de santé. J'ai beaucoup été à l'hôpital, donc déjà je savais que j'allais travailler dans les soins. J'allais être quelque chose dans les soins. Moi, je rêvais d'être sage-femme. Donc au final, je suis infirmière et j'en suis très contente parce que c'est finalement pas fait pour moi, alors que je respecte toutes les sages-femmes, il n'y a pas de souci, mais c'est pas fait pour moi. Ayant fait un stage en maternité, finalement, je me suis dit heureusement que j'ai pas suivi cette voie. Mais et puis ensuite l'humanitaire, parce que j'ai besoin d'aider, quoi. C'est viscéral. Tu vois, moi, je vais être la personne qui va pousser le fauteuil de quelqu'un, qui va aider quelqu'un à traverser, qui va monter les courses des voisins. Enfin, j'ai toujours eu un petit peu cette personnalité-là. Et pour moi, c'était écrit que je ferais de l'humanitaire. Mais j'ai toujours postulé. J'ai jamais je téléphone ou je vais dans des réunions, etc. On me dit, faut postuler sur Internet, tu postules, tu relances. Oui, on vous contactera. C'est très difficile. Donc, même pour le Maroc, j'ai contacté plein d'ONG. On ne me répondait pas, mais en même temps, ils étaient dans l'urgence. Au final, j'y suis allée avec un sac à dos. Avec un sac à dos. J'ai entendu parler d'un orphelinat qui stockait un petit peu. Je suis allée la voir, je dis, mais vraiment, sac à dos. Et je partais avec personne, quoi. Et j'ai atterri à Marrakech à 9h. À 13h, je partais, j'étais sur la route pour monter. Et à 18h, on commençait le boulot. Enfin, tu vois, je suis très persévérante. Quand je veux quelque chose, je suis très déterminée. Et c'est comme ça, tu vois. Enfin voilà, j'essaie de... Ma mère avait une association, elle faisait des maraudes, donc voilà. J'ai toujours eu cet esprit-là un peu d'aller vers l'autre. Et là, en fait, dès qu'il s'est passé ce qu'on a tous vu le 7 octobre, j'ai relancé MSF. Je savais qu'ils étaient sur place, j'ai relancé MSF et j'ai pas eu de retour. Ensuite, on a commencé à manifester. À l'époque, c'était interdit. Les manifestations étaient interdites, donc on a été gazés, repoussés, etc. C'était difficile. Et il y a un collectif qui s'est monté, donc le collectif des blouses blanches pour Gaza, qui est un collectif qui a commencé sur WhatsApp. Et c'est un lien qu'on s'envoyait entre collègues
pro-palestinien, en tout cas pour la cause, ou qui voulaient comprendre un peu ce qui se passait. Et ça a commencé comme ça. Ça a été fondé par 2 collègues, Khadija et Salim, que je salue. Et ça a pris de l'ampleur. On s'est retrouvés à être plus de 1000 sur le groupe. Et un jour, je vois un message passer. Si vous voulez aller à Gaza, contactez-moi. Et le message est supprimé dans la minute. Dans la seconde, il est supprimé. Mais moi, j'ai eu le temps de contacter la personne. Donc, je le contacte. Et je dis, ouais, je voudrais aller à Gaza. Comment on fait? Il me dit, oui, quel est votre métier? Je lui dis, je suis infirmière. Il me dit, non, je suis désolée, je cherche que des chirurgiens et des médecins réanimateurs ou urgentistes. Et là, je me vends à fond. Je dis, écoutez, j'ai eu la chance de travailler avec des médecins très feignants, je le dis comme ça, qui m'ont appris beaucoup de choses, et je m'excuse auprès de tous les médecins avec lesquels j'ai pu bosser, qui m'ont appris plein de choses, et je me vends à fond. Je dis, je sais faire plein de sutures, je sais faire des poses de voix centrale, je commence à me vendre à fond. Il me dit, oui, c'est super, c'est gentil, mais c'est pas moi. Il me dit, nous, on dépend d'une ONG américaine, et ils ne prennent que les dossiers de chirurgiens et de médecins. Je dis, bon, ok, s'il y a des infirmières, je suis preneuse, sauf qu'il se trompe, et il me met dans le groupe WhatsApp des personnes qui partent. Moi, je me rends compte de son erreur tout de suite. C'est fou, hein. Je me rends compte de son erreur tout de suite. Mais c'est bien parce que beaucoup d'infirmières me disent que j'ai ouvert la voie, le fait que j'ai pu y aller. Donc, je me rends compte de son erreur, mais je ne dis rien. Et je commence à prendre de la place dans le groupe. Tu vois. Et au final, quand il a fallu... Donc, moi, j'ai passé le Nouvel An avec mon mari à Istanbul. Et je reçois le mail qui dit il y a peut-être un départ. On va constituer les dossiers. Envoyez-nous votre passeport, vos diplômes traduits en anglais, votre CV en anglais, votre carte de groupe sanguin. Là, tu te dis, ok. Là, tu vois, c'est un petit peu engageant. Moi, j'avais rien. Donc, je leur dis, s'il vous plaît, je rentre demain, patientez jusque demain. Le lendemain, je leur envoie. Et puis, ils me contactent. Ils me disent, man, t'es infirmière? Je dis, bah oui. Il me dit, bah non, je t'avais dit dès le début, il me semble. Je dis, écoute, il me dit, bon, t'es là, c'est le destin, je tente. Il me dit, j'envoie ton dossier. Et ça passe ou ça casse. Et c'est passé. Sauf que c'est là où ça a été un peu compliqué, c'est que pour être honnête, tu vois, juste là, tu as dit héroïne, et moi, ça me touche, c'est adorable. Mais pour être honnête, moi, je pensais pas y aller en temps de guerre. Je pensais très sincèrement, et je le dis en toute honnêteté, et je l'assume vraiment, je pensais vraiment que j'irais après un cessez-le-feu. Genre qu'il y aurait un cessez-le-feu et qu'on serait une équipe de départ, une liste. Ok, cessez-le-feu, on décolle pour le Caire, vous rentrez à Gaza. Mais j'ai jamais imaginé partir avec des bombes, des drones, etc. Tu vois, et ce que j'ai vécu, j'ai pas... Sauf que moi, quand j'envoie mon dossier, on me répond avec mon ordre de mission et mon billet d'avion. Donc en fait, j'ai pas eu le temps de préparation à me dire, non mais en fait, c'est pour partir là, bientôt. Comment t'as annoncé ça à ta famille, tes enfants, ton mari? Parce que je me doute bien qu'ils n'étaient pas trop d'accord que tu ailles là-bas. Non, ils n'étaient pas d'accord. Alors j'ai été soutenue quand même parce qu'ils savent que je suis déterminée et tout le monde me connaît bien. Mes proches savent que quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. J'étais déterminée et personne ne pouvait me faire changer d'avis, vraiment. J'étais vraiment déterminée parce que je ne saurais pas expliquer l'apaisement que je ressentais dans ma décision. Je me suis sentie tellement dingue, ça c'est la voix de Dieu. Hein. Parce que même, tu vois, quand t'es maman, surtout quand t'es maman, tu veux pas que tes enfants ils te perdent. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas leur infliger cette souffrance. Tu vois? Mais et là, le fait que tu le sentais. C'était la première personne que j'ai appelée, en fait, j'étais au téléphone avec une amie quand je reçois le mail. Donc j'avais le téléphone posé dans la voiture, je reçois le mail. Pendant qu'elle me parle, je regarde le mail et je vous coupe la parole et je dis pardon. Je dis purée. Je dis pas purée, je dis l'autre mot. Je dis purée, je vais à Gaza. Purée, je vais à... Je dis quoi? Attends. Et puis je regarde, elle me dit quand? Mais quoi? Puis je regarde la date de l'ordre de mission, je regarde le billet, ça coïncidait. Et je dis, c'était dans pas longtemps. Il me restait 10 jours, 11 jours à peine. T'es partie quel mois du coup? Du 20 janvier au 7 février. D'accord. Et je lui dis, elle me dit, mais attends, il y a mon billet d'avion. Du coup, je me connecte sur le groupe. Donc, nous avons envoyé tous vos billets d'avion. Confirmez-nous que vous avez bien reçu sur le groupe WhatsApp. Ok. Je dis, attends, il faut que j'appelle mon père. Je raccroche, j'appelle mon père. Mon père avait du monde et je lui demande de s'isoler. Déjà, je lui dis, je vais à Gaza. Il a compris Gaza, genre Casablanca. Donc, je lui répète, non, je vais à Gaza, en Palestine. Il me dit, ok. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Il me dit, bon, tu sais quoi? La peur, ouais. Et tout de suite, il me dit, je le sens bien. Il me dit, je suis très apaisée par mon père. Je rentre à la maison et je vais vers mon mari et je le prends dans mes bras. Je lui parle même pas. Je le prends dans mes bras très fort. Et il se dit, il y a un truc, tu vois, parce que je sais pas trop dans ma nature, tu vois. Il me dit, tu pars? Parce qu'il savait que j'avais envoyé mon dossier. Et je dis oui, mais sans le lâcher. Non, au début, je réponds pas. Il me dit, tu pars? Et je fais oui. Et là, on s'est juste serré, on n'a pas parlé. Et après, c'était très particulier parce que, en fait, il nous restait 11 jours. C'est très long.
J'aurais limite préféré partir le lendemain. C'est court et c'est long en même temps parce que pendant 10 jours, 11 jours, tout ce que tu fais, chaque fou rire que tu as avec ton mari ou chaque truc que tu fais avec ton mari, tu te dis c'est peut-être la dernière fois. Tu vois, on a eu ce truc quand même. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tourné ça à l'humour. Pour essayer de... Moi, je suis quelqu'un de très blagueur. Donc, on a essayé de tourner ça à l'humour où je lui disais, non mais t'imagines quand même. Je lui dis, regarde, admettons que je meurs. Tu vois, regarde, tu vois, mais c'était de l'humour, mais c'est de l'humour un peu noir. Je lui dis, admettons que je meurs. Il me dit, arrête, tu recommences. Je lui disais, regarde, tu rencontres une belle nana. Et elle te dit, vous êtes célibataire? Je vais dire, non, je suis veuf. Oh, et après, elle va te dire, et votre femme, elle est morte comment? Elle est morte à Gaza, infirmière humanitaire. Elle va te faire, oh, et là, forcément, elle va te prendre dans les bras. Et moi, j'ai une fille d'une première union. Et je lui dis, en plus, tu vas lui dire que t'élèves sa fille, qui n'est pas la tienne. Elle va te dire, oh, c'est trop mignon. Je dis, là, tu vas mettre toutes les nanas dans ta poche. T'imagines le nombre de nanas que tu vas te taper après moi? Grâce à moi. Ouais, je lui disais, hey, vas-y à fond, kiffe ta life. On était sur de l'humour noir. Bah, en fait, c'était mon échappatoire. C'était ma manière de... En fait, on a parlé sérieusement qu'à l'aéroport au moment de mon départ. C'est vraiment... dit quoi, du coup, quand tu... Bah, on a pleuré. Vraiment, le départ, il était horrible. Je voulais pas pleurer. Le départ, il était vraiment difficile. Parce qu'en fait, ça faisait 10 jours qu'il y avait un peu des non-dits. La première chose que je me suis dit de ce jour-là, c'est... Il faut que je fasse un testament. Donc, c'était le soir, quand je reçois le truc. Le lendemain, 9h. Ah, t'as quel âge? J'ai 37 ans. À 37 ans, faire un testament, quoi. Et en fait, fou, hein. Comme je fais le testament, enfin, j'appelle le notaire. Et elle me dit oui, c'est pour quoi? Donc je lui dis et tout. Et elle me dit qu'il n'y a pas de place. Et je voulais passer par cette notaire-là parce qu'on avait déjà fait des trucs avec elle. Et je lui dis, bah, en fait, j'ai pas le temps, j'ai vraiment besoin de le faire rapidement. Je pars en mission humanitaire dangereuse, en zone de guerre, tel jour. Donc j'ai vraiment besoin que ce soit rapide. Et elle a été super, elle m'a donné rendez-vous le lendemain. Et en fait, quand je lui explique, elle me dit, écoutez, dans votre situation, par rapport à votre cas, il y a des petites choses dans ma vie perso qui sont un peu particulières. Elle me dit, il faut faire un testament avec témoins. Donc il faut que ce soit 2 témoins, qui ne soient pas de votre famille et qui ne soient pas de la même famille. Donc c'est 2 copines qui sont venues avec moi. Et en fait, c'est particulier parce que le testament, je l'ai fait vraiment 3 jours avant le départ. On partait le samedi ou dimanche, je sais plus, et je l'ai fait le jeudi. Et en fait, c'est un testament que je dois lire à l'oral. Waouh. Ouais, c'est obligatoire. C'est très particulier. Quand tu sais que tu pars en zone, tu pars 3 jours plus tard. Quand tu le fais parce que tu te dis au cas où, je pense que ça doit être différent. Mais quand tu le fais parce que tu pars, c'est très particulier. Parce que tu dis, tu te présentes, enfin déjà, je suis née le, etc. Et ensuite, tu dis, mes dernières volontés sont... Et tu commences à énumérer ce que tu veux, quoi. Pour tes enfants, pour tes biens, pour ton cabinet, etc. C'est très particulier, c'est très fort. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai mes 2 amies. Il y en a une qui est très forte et l'autre qui est très sensible. Et l'autre, c'est vraiment... L'autre, on a vécu beaucoup de choses ensemble. Ça fait 20 ans d'amitié très profonde. On a vécu beaucoup, beaucoup de choses ensemble. On est très, très liés. Et sur le moment, je me dis, mince, pourquoi je l'ai prise, elle? Je lui ai infligé quelque chose de dur. Et ça, je le dis même pas à mon mari que je fais le testament, parce que je voulais pas lui rajouter ça. En fait, le testament, c'est trop morbide pour lui. Et c'est quelqu'un de très sensible, donc je voulais pas lui rajouter ça, en plus. Donc je le fais. Après, je lui dis, au fait, j'ai fait un testament au cas où, c'était rapide, j'ai signé 2 papiers. Mais je lui dis pas comment ça a été fait. Tout ça, il l'a découvert à mon retour. Ouais, ça c'était particulier. Après, mes sœurs, je leur ai dit très solennellement. Voilà, mes sœurs, ça a été très très dur pour elles. Vraiment, franchement. Des grandes sœurs ou des petites sœurs? Des petites sœurs. Oh là des là. petites sœurs, ouais, ça a été très dur. Et là, quand je leur dis que je veux repartir, ma sœur, elle me dit, tu vas pas encore nous infliger ça, quoi. Ma mère, je lui ai dit la veille. Je lui ai dit au début que je partais, mais que j'allais en Égypte, à la frontière, et que c'était des Palestiniens qui viendraient se faire soigner, qu'on allait monter des tentes. Et que des Palestiniens allaient venir se faire soigner à la frontière égyptienne, mais que je rentrerais pas. Et en fait, je ne pouvais pas lui mentir parce que la veille, je la dépose à l'aéroport, elle partait au Maroc. Et je lui dis, et elle me dit, ma fille, je te connais. Elle me dit, t'es téméraire. Elle me dit, c'est pas bien. Elle m'a dit, jure-moi que tu rentres pas en Palestine. Que si on te dit, allez, venez, on rentre, tu restes bien côté égyptien. Et je me dis, si c'est ma dernière discussion avec ma mère, je peux pas lui mentir. Ouais. C'est ce que je me dis. Je me dis, je veux pas mourir sur un mensonge avec ma mère. Et à ce moment-là, nous, quand on part, on est les premiers. Donc, on ne sait pas comment on va dormir, si on est joignable, si vous alliez manger. Si on allait manger, si on allait boire. On ne savait rien. On n'avait pas d'autres équipes qui étaient parties avant nous. Nous, on est partis en mode autosuffisance. On a ramené notre propre nourriture, des boîtes de conserve,
des soupes en poudre, des nouilles asiatiques. Moi, j'ai été jusqu'à prendre des chargeurs externes 25 000 Hz, je sais pas comment on appelle ça, que j'avais chargé à fond. Et j'avais pris une bouilloire électrique pour pouvoir la brancher dessus. Enfin, j'ai même acheté des pailles pour boire de l'eau au sol. C'est des pailles filtrantes. Et comme ça, tu peux boire de l'eau, s'il y a de l'eau de pluie qui a stagné, tu peux boire de l'eau directement d'un lac ou quoi que ce soit. Donc on était vraiment partis. Sac à dos, bien sûr, avec sac de couchage, tout ça. Enfin, j'étais partie en mode autosuffisance. Donc je me disais, si c'est la dernière fois que j'ai ma mère face à moi, je peux pas mourir sur un mensonge. C'est pas possible. Donc vraiment, ouais, le avant, il était trop dur. Les 10 jours, ils étaient très difficiles. Du coup, donc tu te retrouves la seule infirmière avec que des chirurgiens avec toi. Donc, raconte-moi déjà ton arrivée en Égypte. Ça se passe comment Combien d'heures de route pour aller jusqu'à Rafah? 30 heures. Waouh. On a décollé le lundi à 8 heures à peu près. On est arrivé à l'hôpital européen le lendemain à midi 13h à peu près. Ouais. Parce qu'on s'est fait refouler, du coup on a dû dormir pas très loin de la frontière. On est revenu le lendemain matin assez tôt. Et après les contrôles sont extrêmement longs, les checkpoints sont extrêmement longs. C'est très long alors que tout le trajet était déclaré, c'est très très long. Puis c'est pas cool parce que en fait les checkpoints sont dans des endroits qui sont vraiment déserts quoi. Il faut voir les petits coins, tu peux pas y entrer, il n'y a pas où boire ou se nourrir, il n'y a pas du tout, on n'était pas prêts, on s'était dit, on a 300 bornes, on avait pris des fruits, une bouteille d'eau chacun, mais on est parti à 8h, on se disait en début d'après-midi, il y avait 300 bornes, cet après-midi on y est quoi. Bah, pas du tout, du coup le trajet, on manquait un peu de choses. Pareil, on a pu prévenir les suivants forcément, du coup pour mieux préparer le trajet. Et après donc quand on arrive à Rafah, il y a un espèce de gros hangar et on passe un peu de temps dans cet hangar. C'est plein de chaises, un peu comme au consulat. Comme au consulat, mais les chaises sont... Tu n'as même pas de dossier. Voilà. C'est plein de chaises en fer, là, comme ça, avec des guichets, vitres. Et puis nous, on donne nos passeports et après, tu attends qu'on t'appelle et qu'on vienne te chercher. Après, on nous fait passer dans une pièce, derrière. Et là, on a du mal à se dire, on est en Palestine, là En fait, la pièce derrière, ça y est, t'es en Palestine. En fait, c'est le même hangar qui est coupé en deux. Grosse émotion. On était, c'est très, très fort d'y être, enfin. Et après, nous, on nous avait beaucoup parlé du trajet, que c'était le trajet qui était le plus inquiétant. Donc, on sait qu'on va monter dans les minibus et dans les ambulances, et on sait que les ambulances sont beaucoup visées. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose dont j'avais extrêmement peur. Donc, déjà, un peu égoïstement, j'ai couru dans un minibus. Je voulais pas monter en ambulance. J'ai couru dans un minibus et je me suis mise au fond et je me suis allongée. Je me suis dit comme ça, s'il y a une balle qui passe, au moins elle passe dans les vitres. Je me suis allongée, tu vois, sur tout le trajet, je voulais pas... Une balle d'un drone. Parce qu'en fait, nous, quand on regarde les images, on a l'impression que c'est vraiment des bombardements de bombes en fait, qui tombent. Mais en fait, il y a des drones qui tuent. Il y a des F-16, il y a des drones tueurs, exactement. Donc en fait, tu entends... par exemple, et ils ciblent les ambulances. Ah oui. Tu me le confirmes? Oui, bien sûr, je le confirme. Combien d'ambulances sont HS parce qu'elles ont été visées? Bien sûr. Bien sûr, ils nous l'ont dit. Et puis, moi, je le savais avant de partir. Donc, pour ça, moi, j'ai couru dans le minibus. Donc, du coup, t'étais direction... l'hôpital européen, à Khan Younes. L'hôpital Khan Younes. Ouais. Donc, on a remonté Rafah. Et en fait, il est vraiment... dès que tu rentres dans Khan Younes, il est là. Et là, c'est grosse émotion parce qu'on était attendus. Ils savaient qu'on arrivait. Vous avez ramené du matériel et tout ça, ouais. Ah oui. Ils avaient besoin de quoi là-bas? Ils ont besoin de tout. Ouais. Il y a rien en opulence. Il n'y a rien. En opulence, il n'y a rien. C'est l'économie sur tout. C'est l'économie sur les médicaments. La seule chose qu'ils auraient un peu, c'est des antibiotiques qui ne servent à rien. C'est-à-dire des antibiotiques qui sont tellement spécifiques. Nous, en France, on les utilise très peu. Des antibiotiques qui sont tellement spécifiques qu'ils ont dû avoir dans des arrivages précédents, je ne sais pas, qui se mettent à les utiliser parce qu'ils n'ont pas celui qui pourrait passer. En même temps, ils n'ont pas de quoi faire des examens bactériologiques. Donc déjà, ça commence là. Normalement, je sais pas, tu vas chez ton médecin, je sais pas, tu as des symptômes d'infection urinaire, on va te faire un examen cytobactériologique des urines et déterminer quel antibiotique est adapté parce que lequel est sensible, lequel est résistant et te donner l'antibiotique adapté. Là, il n'y a pas tout ça. Donc c'est à l'aveugle. Donc tu es arrivée là-bas, tu as vu quoi?
Déjà, d'emblée... D'emblée, tu vois les tentes. Il y a encore des immeubles qui sont debout, mais les gens n'y vivent pas parce qu'ils ont peur des bombardements qui s'effondrent sur eux. Ouais. Donc, quasiment tous les bâtiments, voire tous les bâtiments sont vides. De toute façon, tu le vois, ils sont vides, mais ils sont déjà bousillés par les tirs de balles. C'est-à-dire qu'il manque des murs, il manque des fenêtres. C'est vraiment que des carcasses d'immeubles. Donc ça, tu le vois dès le début. Et les tentes. Et c'est même pas des tentes, quoi. Si je te dis tente, tu vas imaginer une tente que tu as achetée chez l'équipementier, tu vois. Pas du tout, c'est pas des tentes. C'est des bâches qui sont fabriquées en tente. Exactement. Tu as des tentes, il y en a quelques-unes. Mais tu as beaucoup de tentes de fortune. C'est des bâches, dès qu'il pleut. Et puis une bâche, c'est une bâche, quoi. Quand il fait chaud, là en ce moment il fait chaud, du coup les températures se transforment. La nuit, il fait extrêmement chaud la journée. Hein. Déjà nous, quand on y était en janvier-février, ils avaient chaud la journée. Donc déjà c'était dur pour eux d'être à l'intérieur là, j'imagine même pas. Puis il y a la soif, tu vois. Donc c'est des conditions de vie qui sont inhumaines, vraiment. Qui sont indignes. Et pourtant, je les ai trouvées dignes. Je tiens à préciser, elles sont très dignes. Donc, tu es arrivée à l'hôpital. Toi, tu es urgentiste. Donc, on t'a mis à ce poste. Quelles sont les choses qui t'ont le plus bouleversée Bon, la mort, on a compris. Ouais. Je pense que tout le monde maintenant a compris qu'il y avait beaucoup de morts, beaucoup de personnes qui arrivaient aux urgences pour qu'on puisse les enregistrer, pour qu'on puisse déjà confirmer à la famille qu'ils étaient morts. Mais en fait, moi, ce qui me hante et me hantera, je crois, toute ma vie, c'est la vie qu'il y a dans la mort, en fait. C'est cette vie d'enfants. En fait, moi, il y a beaucoup de... L'âge médian à Gaza, c'est 18 ans. Il y a énormément d'enfants, et notamment dans l'hôpital, qui jouent. Et en fait, ils n'ont plus aucune limite. Ils vivent et ils jouent aux urgences. Ce qui fait que tu peux être... aux urgences, c'est un peu comme en France, tu as une salle qu'on appelle la salle de déchocage. Resuscitation Room. Tu as une salle de suture à côté qui est devenue aussi une salle de déchocage, qui est une salle de suture normalement, où on a mis aussi des scopes, des respirateurs, des défibrillateurs. Et en fait, ces deux pièces-là, les pièces principales de l'hôpital européen, des urgences, c'est celles qui accueillent les grosses urgences. Patient qui arrive, qui a des membres en moins ou qui est comateux, etc. C'est là qu'ils arrivent. Et après, il y a la partie médecine. Les enfants, ils n'ont plus de limites. Ils ouvrent la porte, ils rentrent, ils sourient. Ils ne se rendent plus compte que c'est la salle de la mort. Et moi, c'est ça qui, dès le début, m'a interpellée. J'étais là, mais virez les enfants. Il y a des agents de sécu. Virez les gosses. Il faut essayer de les préserver. Et à contrario... Et en fait, ils se sont habitués à voir ce genre de choses-là. Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus. Que vont devenir ces enfants plus tard? En fait, c'est sûr qu'il va y avoir un stress post-traumatique, de l'angoisse. Qui va les gérer, ces enfants? C'est des orphelins pour la plupart. Pour la plupart, bien sûr. Bien sûr. Il y a beaucoup d'orphelins qui vivent dans l'hôpital parce qu'ils vivent avec leurs voisins. C'est beaucoup les voisins qui récupèrent les orphelins puisqu'il n'y a plus d'orphelinat, il n'y a plus rien maintenant. Donc c'est beaucoup les voisins. Alors il y a une grosse solidarité dans la population palestinienne. Donc tout le monde s'occupe un peu des orphelins. Mais il reste quand même livré à lui-même. Ça reste très compliqué. Donc c'est la première chose qui m'interpelle, c'est de voir le nombre d'enfants. Et en fait, nous on est les premiers étrangers arrivés, puis on est parmi les premières femmes. Il y a un rapport à la maman, bien sûr. Exactement. Et nous on a envie. Et tout de suite, les petites filles, énormément de câlins. Vraiment, elles viennent à nous et elles nous font des câlins, mais tellement facilement. Et toi, tu te mets à vouloir câliner tout le monde et en fait, ils ont juste besoin d'amour. Ils ont énormément besoin d'amour parce que, en fait, ils sont tellement tous dans le deuil que je pense que ça doit être difficile pour les mamans de donner de l'amour à leurs enfants. Même si elles en donnent, tout le monde est en dépression. Ils sont tous déprimés. Ils sont plus chez eux, ils travaillent pas, les journées sont longues. Ils mangent pas, et puis, rien là-bas. Ils vivent sous menace constante. Donc c'est très difficile de donner de l'amour aux enfants. Donc les enfants sont en déficit affectif absolument sordide. Vraiment, il n'y a pas les mots. Donc beaucoup de câlins, beaucoup d'enfants qui essaient de jouer avec nous. Par exemple, moi quand je traversais la cour, je me prenais toujours les ballons dans les pieds et me jetais le ballon pour venir jouer au foot avec eux. Ils sont en demande d'attention. Parce qu'il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien. Et à contrario, j'ai aussi beaucoup eu des espèces d'animatrices, je ne sais pas ce qu'elles faisaient dans la vie avant, j'aurais trop aimé demander, des espèces d'animatrices qui, tous les jours, réunissaient les enfants
Et s'occuper d'elles, Ouais, pour les gérer. C'est de les gérer. Elle ramenait tous les enfants au milieu. Ils faisaient des espèces de ballots prisonniers. Ils jouaient un peu à la gamelle, tu vois. Ils couraient dans tous les sens. Et après, ils finissaient toujours par Aram Tsam Tsam. Toujours. Ils mettaient ça à fond. Et ils faisaient tous la choré. Et en fait, c'est aussi la chanson qu'ils mettent quand il y a des bombardements très forts. Toutes les mamans ramènent les enfants au milieu pour faire ça aussi, pour couvrir un peu les sons et chanter ensemble et taper dans les mains ensemble, pour que les enfants ne pensent pas au bombardement. Donc tout ça, c'est... T'as de la joie. En fait, en traversant le couloir, tu peux avoir de la joie avec ces enfants-là qui veulent te faire un câlin, qui demandent des bonbons, parce qu'on avait toujours des bonbons dans les poches. Et puis tu peux arriver juste après avec un linceul qui traverse le couloir, puis quelqu'un par terre en train de pleurer son proche qui est décédé à côté. C'est un melting pot d'émotions et tu peux les avoir dans la même minute, tu vois. Donc il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour aller là-bas, vraiment. Tu as dit dans une interview que tu avais extrait des balles. Oui. Oui, j'ai des enfants qui sont arrivés avec... alors, il y en a un, il avait une balle dans la jambe, dans le mollet, une balle dans le ventre et une balle dans le cou. Voilà, donc ça, on l'a fait. Et il avait le pied complètement ouvert. J'en ai eu un, balle dans la tête, j'ai eu balle dans l'œil, j'ai eu... puis les éclats aussi, mais les éclats, ça t'en a beaucoup. Donc, le patient arrive, tu lui enlèves des morceaux comme ça, du ventre, de l'abdomen, des balles dans le thorax, c'est ce qu'on a le plus. J'ai jamais de ma vie aidé à poser autant de drains thoraciques. Parce que du coup, quand tu tapes dans le poumon, ça saigne, donc ça fait un hémothorax ou un pneumothorax, et tu poses un drain pour sortir ce sang. Mais mais toutes les heures, on en posait tout le temps. Toutes les heures ? Ah oui, tout le temps. Les balles dans l'abdomen, dans le thorax, c'est tout le temps. Et chez des enfants, quoi. Donc ils se font fusiller sciemment par... Il y a des jeunes... Alors, je ne sais pas pour toi si 12 ans, c'est un enfant. Ah bah oui, bien sûr. Non, mais parce que je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que toi, au moment où tu es arrivée, ça y est, l'armée, elle était déjà sur les terres et... Non, ou est-ce que c'était juste les drones qui fusillaient ? Parce que là, maintenant, ils sont sur le terrain, oui. De toute façon. Oui. C'était les drones et c'était beaucoup les explosions. C'était beaucoup d'explosions, beaucoup de bombardements, très forts. Beaucoup, vraiment. Ça c'est dur. Puis, il y a ça, en fait, il y a ça où quand le patient arrive, j'ai en tête un de mes derniers jours, vraiment, il y avait plus... il y a une petite qui arrivait, plus de boîte crânienne, quasiment, un morceau, là, il n'y avait plus, donc tu avais vraiment le cerveau qui dépassait. Une petite, elle avait 5-6 ans. J'ai fait un petit jeune homme, de mémoire, il avait 14-15 ans, il n'avait plus du tout toute cette partie-là. Il n'y avait plus d'œil, il n'y avait plus rien. Et ça giclait, et le pauvre, il convulsait parce qu'il n'y avait plus rien. On l'a mis sur le côté, on l'a mis derrière un rideau, on l'a laissé convulser et mourir dans son coin. Tu vois ? On ne pouvait même pas lui poser de voix parce qu'il était tellement plein de sang et déchiqueté de partout que tu voulais lui poser une voix veineuse. Où ? Tu vois ? On l'a mis derrière un rideau, on l'a laissé. Tu vois ? Mais moi, j'ai pas fait ce métier pour ça, tu vois. Moi, normalement, quand je fais ce métier, c'est pour aider à soigner, à apaiser la douleur, tu vois. Un de mes premiers postes infirmiers, je faisais partie du comité de lutte contre la douleur, du CLUD. Donc, je sais quel protocole il faut mettre, tu vois. Donc, c'est hyper déchirant d'avoir à faire ce genre de choix. Je sais pas si moi, personnellement, j'ai fait ce genre de choix, mais ce sont toujours des choix collégiaux. Mais en fait... Quand j'étais là-bas, j'étais la seule étrangère à bosser aux urgences. Mes collègues étaient plus au bloc. J'avais d'autres collègues qui partaient beaucoup à Rafah parce que mon ONG ouvre des centres médicaux à Rafah. Donc j'avais 2 de mes collègues qui partaient vraiment tous les jours pour ça. Et mes autres collègues étaient soit au bloc, soit dans les étages. Donc j'étais la seule étrangère aux urgences et en réanimation. Et en fait, on me demandait beaucoup mon avis. J'avais l'impression que c'était aussi un peu pour cautionner, pour donner du poids à leurs propres décisions. Ça les apaisait de se dire, ok, elle aussi, elle est d'accord avec ça et qu'on n'a pas le choix et elle comprend. Et ça cautionne un peu. Donc, je me rappelle d'une fois où il y a eu un conflit entre un réanimateur et un urgentiste. Il fallait continuer à réanimer ou pas. Et en fait, vu qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, l'un voulait continuer, l'autre voulait arrêter. Ils m'ont dit, attends Iman, tu sais quoi, c'est ton patient, donc au final, en vrai, c'est à toi de choisir. Moi, j'étais pour arrêter la réanimation parce qu'on avait déjà trop essayé. Mais c'est dur, quoi. Franchement, c'est dur. Puis j'ai pris une place, quoi, aussi, tu vois.
J'ai pris une place, le fait d'être là tous les jours, j'ai beaucoup bossé. T'as beaucoup culpabilisé? J'ai beaucoup culpabilisé. J'ai beaucoup culpabilisé, bien sûr. Je pense que c'est aussi l'une des premières raisons en tête qui fait que j'ai besoin d'y retourner. Parce que j'ai besoin que mon expérience soit différente. Palmed n'est pas trop pour. Ils sont pas pour. Parce qu'ils sont en mode protection, ils veulent me protéger. Je leur dis, les gars, j'ai un père, un mari et 4 frères. La protection patriarcale, je pense que j'en ai assez. Donc si je décide moi de partir, c'est ma décision. J'ai besoin de repartir parce que déjà je veux repartir, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, j'ai dit que si je devais repartir, ce ne serait pas avec des médicaments, ce serait avec des jouets. C'est tout à fait ça. Dans mes valises, je vais emmener, et d'ailleurs c'est déjà acheté, des crayons de couleur, des petits cahiers de coloriage, j'en ai eu en don, j'en ai acheté, etc. Je vais emmener aussi des culottes menstruelles, parce que ça c'est génial pour les femmes là-bas. Il y a 17$ un paquet de serviettes hygiéniques, on n'en parle pas aussi de la promiscuité féminine. 17$ un paquet de serviettes hygiéniques quand tu n'as pas de salaire, c'est juste hors de prix. Donc, infections urinaires, elles en ont beaucoup les pauvres. Et quand je leur ai parlé des culottes menstruelles que j'avais moi, j'en avais des neuves que je leur ai laissées, elles trouvaient ça génial, donc j'en ai reçu aussi beaucoup en don. Et je vais emmener des bonbons aussi, beaucoup de bonbons. Je pense que je vais les acheter en Égypte plutôt que de les emmener dans mes valises, mais voilà, beaucoup de choses. Et en fait, je veux y aller pour apporter du bonheur, parce que ces enfants, ils vont mourir. De toute façon, ils sont morts intérieurement. Il faut le dire. Il n'y a pas d'école, pas d'activité, ils vivent sous les drones, ils vivent dans la peur constante, ils sont en deuil. C'est quoi cette vie? C'est quoi? Ils sont morts. Donc j'espère qu'ils vont ressusciter par un cessez-le-feu. Mais là, ils sont morts. Donc ça c'est... J'ai du mal à comprendre qu'on n'en parle pas assez. On parle des enfants morts, mais il faudrait aussi parler des enfants vivants, tu vois, pour lesquels il faut faire quelque chose. Donc j'aimerais repartir pour ça. Et j'aimerais aussi partir, alors là c'est un autre pan aussi, c'est celui organisationnel. En janvier-février, ils étaient... C'était nouveau. C'était nouveau pour eux, ils n'étaient pas préparés peut-être. Ils n'étaient pas préparés à ce que nous, on vienne essayer de les réorganiser. C'était pas le moment de leur dire, écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt fermer cette porte, faire entrer les patients par là, juste en gardant, bien sûr, Alors, moi, idéalement, dans mon idéal, je monte une tente, un chapiteau devant les urgences pour le triage et ne rentre aux urgences que les cas les plus graves. Et je ferai sortir, déjà, dans mon idéal, et c'est ce que je vais faire d'ailleurs, dès que je vais arriver, je vais choper 10 bonhommes, 10 nanas. Je vais emmener avec moi des sachets j'ai trouvé ça, des sachets de désinfectants, détergents et tout. Et je vais emmener des rideaux de douche. Et je vais emmener tout ça et je veux que dans ces urgences, elles soient nettoyées du sol au plafond. Déjà, ça, c'est une première chose qu'on fera. Sur une nuit, je pense, ou dès que c'est un petit peu plus calme vers le coucher du soleil. Parce que les gens ne se déplacent pas. Donc, le coucher du soleil, les gens ont peur de se déplacer, de se faire tirer dessus la nuit. Donc, même s'ils sont blessés dans un bombardement, ils attendent le petit matin pour venir. D'où le calme relatif de la nuit aux urgences. Et je pense que je ferai tout nettoyer. Je vais emmener des protections de matelas, etc. quoi, vraiment. Et ensuite, voilà, je disais, les aider à s'organiser sur les urgences, effectivement. J'aurais aimé monter un chapiteau, des brancards, faire des zones de triage. Malheureusement, c'est pas possible. Les brancards ne rentrent pas à Gaza. Tout est bloqué à la frontière. Voilà. Mais c'est dingue ça, Je voudrais électrifier. Comment est-ce que je pourrais rentrer un générateur? Tout est bloqué à la frontière. Des jouets sont bloqués à la frontière Siam. Parce que c'est dans une caisse en bois. Ça, ce sont les députés qui nous l'ont dit quand ils sont allés à Rafah, ils ont vu tout ça. Donc tout est bloqué à la frontière. Et ça c'est rageant. Parce que quand toi, tu es en train de soigner et que tu fais des sutures, et en fait, tu prends ton fil et tu le passes sous la plaie et tu es là à te battre avec ton fil pour qu'il passe la peau, et tu dis à ton collègue, mais c'est quoi ce fil? Ramène-moi un fil de qualité. Il me dit, man, c'est tout ce qu'on a. Je dis, purée, en fait, tu mets 1 heure à faire, enfin 1 heure, j'exagère, mais tu mets du temps à faire une suture. Tu fais encore plus mal à... Mais tout à fait, et puis tu fais mal au patient, tu vois, essayer de le transpercer avec cette aiguille qui est de mauvaise qualité, tu vois. Ils n'ont pas de la bonne qualité, les pauvres. Alors qu'il y a quand même des dons qui sont faits, je comprends pas en fait. Je comprends pas ou j'essaie de pas comprendre. Injuste, je comprends pas moi non plus. Voilà, je pense que personne ne comprend parce que sinon je suis quelqu'un d'assez tolérant et j'essaie de faire en sorte d'éloigner la colère. Ouais. C'est difficile. Bah ouais, je suis en colère. Clairement, je suis en colère. Je suis en combat contre moi-même
pour pas qu'elle me submerge, mais je suis en colère. J'étais en colère déjà quand... en fait, moi j'ai bossé avec mon téléphone dans ma poche arrière, j'y ai pas prêté attention. Et en fait, le peu de vidéos que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de journalistes ou de personnes qui m'ont demandé est-ce que vous avez des photos, des vidéos, je dis pas non. Franchement, j'ai bossé, j'ai rangé mon téléphone, puis dans ma tête, j'étais en mode c'est pas des animaux pour que je les filme, quoi. Et en fait, j'aurais dû, parce qu'il faut documenter l'histoire, en fait. Il faut documenter. C'est important. Avec tous les journalistes qu'ils ont ciblés et qui sont décédés là-bas. Et puis les journalistes ne rentrent pas. Déjà rien que ça, je me demande parce que tu sais très bien, c'est pour pouvoir contrôler l'information. Mais juste ça, mais attends, on s'arrête sur ça 2 secondes. Comment juste le fait que les journalistes internationaux ne puissent pas entrer n'éveille pas les soupçons du carnage qui se passe sur place, du génocide qui se passe sur place? Alors, avant, on se disait, est-ce qu'on dit génocide ou on dit juste meurtre? Est-ce que génocidaire? Voilà, est-ce que c'est génocide? Et maintenant, on en est presque à hésiter entre génocide et extermination. Ouais. Tu vois, on monte de plus en plus parce que les images commencent à parvenir, les témoignages. Mais comment, c'est quand même, hein, depuis le 8 octobre, elles sont là les images. Hein. Ouais. Moi, je suis désolée. Mais tu sais que quand on a été appelé à l'Assemblée, tu sais, quand on est parti. Oui, alors ouais, c'est ça que je voulais te demander, justement. Mais finis ton propos, j'ai une question sur l'Assemblée, justement. Moi, je pensais vraiment qu'après ça, il allait se passer un truc fou, quoi. Qu'on allait nous dire, écoutez, il y a M. Macron qui veut vous rencontrer, on lui a remonté ce que vous avez dit à l'audition, et il veut vous faire témoigner sous serment pour être sûr de ce que vous dites, et là, il va activer les choses. J'ai vraiment imaginé ça. Moi, je me disais, parce qu'à l'Assemblée, on est partis, on était 3 de la délégation, des 7, et moi, j'avais insisté pour qu'il y ait Raphaël Pitti. Il ne pouvait pas à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il est certain qu'en étant reçu par des députés élus, tu vois, à l'Assemblée nationale, on allait avoir des retombées positives. Mais surtout une rencontre, au minimum une rencontre. Et puis les médias qui puissent relayer, quand même. Tu sais, je vais te raconter une chose. Il y a un média, les médias, une émission qui fait 2 millions de téléspectateurs, d'accord, quotidienne, qui m'a invitée un matin pour venir témoigner. Donc moi, hyper contente que la parole des Palestiniens puisse être portée sur une heure de grande écoute. Et au final, j'ai été annulée 3 heures avant, en me disant non, mais en fait, on va faire venir des spécialistes du Moyen-Orient. Du coup, moi, j'ai regardé l'émission. Je me suis dit, je veux voir qui sont ces spécialistes. Alors, super, ils étaient hyper intéressants, il n'y a pas de souci. Sauf qu'ils se basaient sur les témoignages de personnes qui étaient sur place. Donc, vous avez annulé quelqu'un... qui a vraiment été sur place pour des personnes qui... sont des spécialistes du Moyen-Orient, il n'y a pas de souci, grand bien leur face, on respecte ça. Mais il n'y a pas de grands médias qui relaient ce que raconte Raphaël, qui est un grand monsieur quand même, professeur de médecine de guerre. C'est pas n'importe qui, Raphaël, il a été partout. Je comprends pas que Raphaël soit pour le journal de 20h. Mais sincèrement, c'est pas du tout mégalo. Il préfère faire venir Netanyahou. Je comprends pas que Raphaël ne soit pas... Raphaël, Pascal, ces médecins qui portent la voix des Palestiniens. Tu vois, enfin... Et justement, quand tu étais à l'Assemblée, est-ce que tu as eu des personnes qui te regardaient avec un visage fermé? Comment tu as senti l'ambiance, en fait? C'est-à-dire qu'au moment où tu racontes tout ce que tu as vu, et on voit que tu le fais avec beaucoup d'émotion et que tu retiens souvent tes larmes et même ta voix vacille un petit peu par rapport à la charge émotionnelle que tu as accumulée pendant ces 2 semaines, est-ce que tu as senti des gens qui avaient le visage fermé ou qui doutaient de tes propos ou qui ont remis en cause, qui t'ont posé la question pour remettre en cause ton argumentaire? J'ai senti des visages fermés au début. Effectivement, parce que quand nous on était à l'heure, on s'est installé à l'heure. Ensuite, tu vois les personnes entrer une à une. Alors désolée, je ne connais pas les visages de tous les députés avant ça. Maintenant, je les connais un peu mieux. Et de toute façon, à leur manière de se placer dans la salle, tu vois un peu... les orientations politiques. Oui, parce qu'ils sont entre eux, tu vois. Donc je comprends tout de suite à peu près qui est qui, etc. Effectivement, il y a certains visages qui étaient un peu fermés au début. Et par contre, j'ai senti quand même beaucoup d'émotions de leur part après. Par contre, ces personnes-là ne sont pas venues forcément nous saluer à la fin. Il y en a beaucoup qui sont venus nous saluer à la fin, qui nous ont donné de la force et du courage, dont Sébastien Delogu, il faut le dire, très sympa.
Voilà. Dont lui, il y avait Éric Coquerel, Thomas Porte, il y avait Mathilde Panot, il y avait Rachel Keke, il y avait Émeric Caron, euh, Adrien Quatennens. Enfin, tous les gens qui soutiennent la Palestine, ouais, en il y en avait réalité. beaucoup qui sont venus, en tout cas, nous remercier pour d'avoir accepté de témoigner, d'avoir accepté cette transmission, quand même. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout venus nous voir. Et puis, pas de souci. C'est pas un problème. Je te dis, j'essaye de contenir ma colère. Ouais, t'as raison. T'as raison. Parce qu'on a besoin de toi encore, je pense. Et ils ont besoin de toi. Les femmes enceintes, là-bas, est-ce que t'en as croisé? Est-ce que Bien t'es Diana? Moi, ce que je voudrais, c'est que le monde entier... En fait, il y a eu je suis, tu sais, les je suis un tel, je suis... ça avait commencé par je suis Charlie, etc. Moi, j'aimerais qu'on lance un je suis Abir. Parce qu'Abir, j'ai raconté son histoire à l'Assemblée nationale. J'ai raconté son histoire au concert Solidarité Palestine la semaine dernière. Et en fait, j'aimerais que tout le monde soit Abir. Tu vois, ça serait mon rêve, que tout le monde soit Abir. Donc, jeune femme de 24 ans, est-ce que tu peux nous raconter, justement, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire? En fait, le 26 janvier, elle arrive aux urgences avec son fils de 4 ans et son mari. Elle a été rejointe après par sa belle-mère et sa mère. Et en fait, quand elle arrive, ils la tiennent, elle ne marche pas très bien. Son mari la tient, elle ne marche pas très bien, elle ne se sent pas bien. Elle est grise. Elle est grise, pâle. Elle est enceinte de 7 mois. Okay. Elle est très mince, elle a un petit bidou. Moi, déjà, quand son mari me dit 7 mois, étant donné que je suis un petit peu arabophone, tu vois, et plus anglophone, je lui fais répéter plusieurs fois, et je demande même à un collègue qui est parfaitement anglophone. 7 mois. Voilà. Tu vois, et je lui répète 7 mois, tu vois, Mant, Shahar, je lui redis en arabe, et il me confirme en se disant, mais qu'est-ce qu'elle veut? Parce qu'elle a tellement un petit ventre, je me dis, elle n'est pas à 7 mois. Et ensuite, on l'installe, on prend ses constantes, elle est hypotendue, donc elle a une tension très basse, elle a du mal à garder les yeux ouverts, elle est très faible. Et en fait, on lance tout de suite un bilan et je le demande en urgence. Il faut savoir que là-bas, tu n'as que 2 tubes possibles. Tu n'as que soit la numération, qui est une photo du sang, tes globules rouges, tes globules blancs, tes plaquettes. C'est très basique. Soit le ionogramme sanguin, et encore, on n'a pas tout dessus. On n'a pas le potassium, on n'a pas le sodium. C'est très réduit. On a juste la fonction rénale. Il n'y a pas grand-chose. En tout cas, quand j'y étais, on ne pouvait pas examiner le foie. Enfin, c'était catastrophique. Et en fait, les premiers éléments du bilan qui nous arrivent sont très mauvais. On fait venir un gynéco pour faire l'échographie. On voit tout de suite que le cœur est arrêté. Du bébé? Du bébé. On lui dit que le cœur est arrêté. C'est une petite fille. Donc, déjà, il y a un premier deuil à faire pour le mari, le fils et la famille. On la transfère tout de suite en réa. Et en fait, dans le cas de ce qu'elle a, qui est une acidocétose, il faut vérifier toutes les heures. Parce qu'en fait, tu mets un traitement en place, veineux, à base de potassium, d'insuline, etc. Et en fait, tu dois adapter les doses par rapport à son potassium et plusieurs choses dans son sang. On ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas embêter les gens. Mais en fait, tu adaptes cette dose, mais toutes les heures. Et quand on leur dit qu'il faut faire toutes les heures, dans la cartouche qu'on avait de gaz du sang, il ne restait que 11 cartouches. Donc on ne pouvait pas faire. Il me dit, man, moi j'ai 14 patients, j'ai 14 places, je peux pas, je vais avoir que 11 heures et après. Tu vois, déjà, on ne pouvait pas la régler en 11 heures parce que son cas était tellement grave. Il me dit, moi, je veux bien mes 6 heures, le chef de service de la réa. Il me dit, toutes les 6 heures, je veux bien. Mais c'était pas possible. Donc, on a extrait son bébé à 17h, 16h, 17h. Et Abir, moi, je l'ai vue vers 8h du matin. Elle était consciente le lendemain. La dernière fois que je l'ai vue consciente, c'était vers 8h du matin. Elle s'enfonçait. Son bilan était de pire en pire. Et elle était sous oxygène. Et il y avait son fils qui était là. Il y avait son mari. Il y avait sa mère et sa belle-mère. Il y avait des voisins qui se relayaient aussi. Et en fait, elle est tombée elle a très vite sombré dans le coma. Et elle est décédée vers midi. Elle est partie. Ça a été très dur parce que, en fait, ça a été très dur surtout par rapport au petit. Parce que le petit, quand il est arrivé, il ramène sa maman avec un bébé, quoi. Sa maman, elle est enceinte. Et en fait, il perd sa maman, tu vois. Et Abir, moi, je ne l'oublierai jamais. J'étais là quand elle a expulsé son bébé. Je lui tenais la main. Tu vois, donc quand je raconte son histoire, c'est encore très difficile pour moi parce que moi, quand je raconte son histoire, je retourne à Gaza. Je suis dans les urgences, je lui tiens la main, tu vois, quand elle a couché, j'étais là. Il y avait Zouir qui était là aussi. Tu vois, je suis avec elle, j'ai encore les photos quand on lui sort son bébé, elle lui fait un bisou. Tu vois, on le met tout de suite dans le linge. Moi, tout ça, je le revis, tu vois. Donc, c'est très difficile pour moi de témoigner tout le temps. Mais je le fais parce que c'est important pour eux de porter leur voix. Mais c'est chaque fois un peu plus de crève-cœur pour moi, honnêtement. Mais voilà, ça sera jamais pire que ce qu'eux vivent, tu vois.
Donc je le fais. Voilà. Donc Abir, c'est... En fait, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'elle est diabétique depuis qu'elle est petite. Donc elle sait ce qu'elle doit faire. Elle sait ce qu'elle doit manger. Elle a déjà fait une grossesse avec son diabète. Elle sait se gérer. Donc d'avoir senti qu'elle partait, d'avoir perdu son bébé, et qu'on n'ait rien pu faire pour elle, parce qu'on était dans cette putain d'économie de tout, des examens sanguins, de l'insuline, des traitements et tout, c'est trop dur. Ouais. Tu as toujours des collègues là-bas, du coup, à l'hôpital? Je suis désolée de te refaire vivre ces moments. Est-ce que il te reste des collègues là-bas avec qui tu es en contact dans l'hôpital? Comment ça se passe alors maintenant? Est-ce que l'hôpital il est toujours effectif? Parce qu'il y a tellement d'hôpitaux qui ont été bombardés à Gaza. Est-ce qu'il tient la route encore l'hôpital européen? Il tient la route. Il tient la route. Il n'y en a plus à Rafah. Il n'y a plus d'hôpital. C'est le seul hôpital qui reste? C'est le seul hôpital. Tu sais, il est vraiment à l'entrée. Tu dépasses Rafah, tu rentres dans Khan Younis, il est vraiment là. Il n'y a plus d'hôpital à Rafah. Le dernier, le Koweïti, il a été fermé. Il reste le petit centre mère-enfant, mais c'est le dernier hôpital. Et il n'y a pas de place. Tu sais, il n'y a que 300 places dans cet hôpital. Ils sont à plus de 1000 hospitalisés. Donc comment tu veux soigner des gens là-dedans, en fait? Donc ça, c'est pour ça aussi que c'est un petit peu difficile, parce que, par exemple, quand tu prends dimanche, qu'il y a eu l'attaque sur Rafah, au tout début, je ne sais pas vraiment où ça se passe. Je vois ça, mais je ne sais pas vraiment où ça se passe. Donc je me mets à les contacter un par un. Il y a eu une attaque, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Etc. Et en fait, il y a ceux qui reçoivent le message. Donc je me dis, juste le fait de recevoir le message, je me dis déjà, il n'a pas brûlé. Ok, déjà il n'a pas brûlé. Et ouais. Déjà il n'a pas brûlé. Ça, c'est la première chose que je me dis. Après, je me dis, ok, c'est pas encore très sûr, mais il y a ceux qui ne reçoivent pas le message. Ça, c'est dur. Ça, c'est dur parce que chaque seconde... Puis moi, je venais de sortir la vidéo. Donc, j'étais déjà sur les réseaux à voir si elle prenait, quelles étaient les premières retombées, etc. La vidéo où tu as rassemblé des femmes pour la fête des mères. Exactement. Ouais, ils ont bombardé le jour de la fête des mères. Exactement. On l'a sortie à 19h30 et une heure plus tard, on voit arriver ces images absolument horribles. Et moi, j'ai mes collègues qui ne répondent pas sur place. Donc, la nuit a été horrible pour tout le monde. Pour tout le monde. Même mon mari qui ne les connaît pas, il n'a pas dormi. On était sur les groupes avec tous les collègues à essayer de se soutenir parce que c'était horrible de voir ça. Qu'on était dans une tristesse infinie, quoi. Enfin, je pense que tout le monde lundi s'est réveillé choqué. Enfin, c'était... J'arrive pas à comprendre, en fait. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce qu'on doit montrer, qu'est-ce qu'on doit dire pour que ça s'arrête. Qu'est-ce qu'il faut dire? J'arrive pas à me dire. On est des êtres humains. Alors, il y a eu des massacres lors de la Seconde Guerre mondiale qui sont odieux, que tout le monde condamne. Mais je ne comprends pas. Tu vois, quand on y pense, on se dit... Enfin, moi, je sais pas pour toi, Siam, mais moi, je sais que quand j'ai étudié ça au lycée, je me disais, purée, moi, si j'avais été là, c'est sûr, j'aurais été du genre à cacher toutes les personnes persécutées, en fait, les juifs, les tziganes, tous ceux qui sont persécutés, je suis sûre, moi, je les aurais cachés. Tu vois? Et après, tu te dis, mais pourquoi les gens, ils n'ont pas fait ça à l'époque? Pourquoi ils les ont pas aidés? Pourquoi ils les ont pas sauvés? Et tu te dis, peut-être qu'ils ne savaient pas. Il y a le bénéfice du doute. S'il pleut à Paris, peut-être qu'il pleut pas à Versailles. Il y avait de la propagande aussi à l'époque. Il y avait de la propagande, exactement. Et puis, c'est pas parce qu'il pleut à Paris qu'il va pleuvoir à Versailles. Tu vois, il suffit d'une petite distance de 20 km pour qu'on ne sache pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, c'est quoi l'excuse? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et moi, je dis à chaque personne, sache que si tu t'es déjà posé la question de comment tu aurais réagi à l'époque, en 39-45, pour aider les personnes persécutées, sache que comme tu agis aujourd'hui, c'est comme ça que tu aurais agi. Tu aurais sûrement été toi aussi une des personnes du mauvais côté de l'histoire. Parce que là, il faut, à un moment donné... Resituons les choses. Quand on dit le mauvais côté de l'histoire, c'est les gens qui veulent la guerre contre les gens qui veulent la paix. C'est pas des extrêmes ou les juifs contre les musulmans, ça n'a rien à voir. Parce que faut le dire. C'est pour ça que je dis les personnes qui ont été persécutées. En France, ce discours-là, il est utilisé par les gens de l'extrême droite pour encore plus diviser les religions entre elles. Mais pourquoi on se laisse faire par des mots de la politique politicarde, en fait? Eux, ils se battent pour accéder au pouvoir. Et pourquoi nous, on devrait se laisser
Endoctriner. Manger le cerveau, excuse-moi, Ouais, oui, c'est ça, c'est vraiment brainwasher. Pourquoi on doit laisser faire ça en fait? Je sais pas. On est doué de raison. On parle trouve... entre nous sur les réseaux. Ouais. Les réseaux Puis même sociaux. tout le monde a les images, et même moi quand j'entends des discours dans des groupes extrémistes où on va tous les tuer, ceci, cela, moi j'ai entendu des choses tellement abjectes et horribles. Mais en fait, je me dis, il y a un repli sur soi, ou peut-être ils sont endoctrinés depuis qu'ils sont gosses. Comment on peut être dénué d'autant d'humanité? Enfin, je veux dire, comment on peut... Même des animaux, on leur souhaiterait pas un sort pareil, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a, ils sont plus investis dans la cause animale que dans la cause humaine. Personne ne mérite ça. Aucun être humain, aucun être vivant ne mérite ce sort-là. Enfin, je veux dire, tu vas là-bas, tu vois des gamins qui sont amputés, qui souffrent d'infections. Tu as dû être témoin de ça. Mais en fait, moi, je prends le truc à l'envers et je te dis directement que je n'ai vu aucun fixateur externe posé sur une fracture qui ne soit pas lui-même infecté. Tu vois, j'ai vu aucune plaie, moignon propre. Personne. Franchement. Que ce soit en réa, que ce soit dans les services, que ce soit aux urgences. Souvent, les personnes viennent parce que justement, le pansement sent mauvais. Bara, il me racontait que lui, il avait été dans un autre hôpital, un des médecins. Il est syrien, mais il habite aux États-Unis, donc américain d'origine syrienne. Et lui, il me dit, man, viens, je te montre. Il m'emmène chez un patient, il ouvre des verres. Des verres. La plaie était verdâtre, il y avait des verres. Et tu te dis, mais c'est pas possible parce que en termes de moyens humains, ils les ont. Vu que les hôpitaux ferment à tour de rôle, les soignants viennent travailler, s'occuper, espérer un salaire en venant à l'européen, par exemple. Donc forcément, ça crée du mouvement, il y a du monde. Mais il n'y a pas le matériel, tu vois. Et avec des compresses, ils ont parfois du sérum physiologique, donc c'est salé, parfois du sérum glucosé. Tu fais pas, souvent du sérum glucosé. Tu ne peux pas désinfecter une plaie avec du sérum, quoi. Non. Le bidon de bétadine, je t'assure, je me disais, tu sais, des fois, c'est un bidon, tu sais, un peu comme ton bidon de Javel à 5 litres. Le goulot, il est absolument cradingue. Le goulot du bidon. J'avais jamais vu des bidons de bétadine. Et en fait, je me revois vouloir faire des soins et j'essaie d'esquiver pour pas qu'on me mette cette bétadine. Il me dit, attends, Iman, avant de faire ton soin, attends, je te mets un coup de bêta. J'avais trop envie de lui dire, mais ta bétadine, elle est encore plus infectée que le patient lui-même. Ouais. Mais ça leur faisait plaisir de se dire, au moins, on fait quelque chose. Donc, je l'ai laissé faire. Mais le goulot, il était... Parce que, en fait, il faut imaginer qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de désinfectant. Que quand tu as des salves d'arrivée de 10, 15, 20 patients qui sont ou dans le coma ou morts, il faut que tu fasses le tri, qu'il y a du sang, qu'on balance les compresses. Alors, c'est pas vraiment des compresses, c'est des espèces de compresses de gaz. Il y en a une par sachet, donc tu en ouvres 10 000 à chaque fois dès qu'il t'en faut pour parer des plaies, etc. Ou pour comprimer des plaies plutôt. Et en fait, quand la guerre est finie, quand on finit cette salve de patients, il faut voir l'état de la pièce. Il y a des emballages, il y a du sang partout, il y a des flaques de sang, etc. Donc forcément, ça gicle sur le bateau. Tu sais, t'as soigné quelqu'un, t'as mis tes mains dans ton sang avec tes gants. Après, tu prends le bidon de bétadine, il y a du sang dessus, mais t'as pas de quoi le désinfecter. Donc le bidon, il est dégueu, en fait. Et quand je voulais poser une sonde urinaire ou faire un acte, il venait avec sa bétadine dégueu. Ah oui, t'as raison, j'ai oublié. J'avais pas oublié, je l'ai esquivé, ta bétadine. Mais bon, ça leur faisait plaisir de se dire qu'au moins, ils essayaient de faire bien. Et donc la personne qui avait des verres, c'était où la plaie? C'était sur sa jambe. Sur sa jambe? Sa jambe, le moignon était ouvert. En fait, tous les moignons sont ouverts. J'ai pas vu de moignon fermé. Tu sais, le moignon, c'est quand tu coupes, c'est là où ça cicatrise. J'ai vu aucun moignon fermé, je t'assure. Et même s'il faisait les points de suture et tout ça, ça s'ouvrait automatiquement? Oui, parce que c'est infecté. Donc là, après, il faut recouper. Il faut recouper. Jusqu'à après, ça fait des gangrènes et il peut en mourir. Septicémie. Mais c'est ça, en fait, qu'on a essayé d'expliquer. C'est Shams, je crois, qui en a parlé à l'Assemblée nationale. On a essayé d'expliquer que ces chiffres-là, ce ne sont pas les bons. Quels que soient les chiffres. Donc là, c'est quoi les chiffres là? Aux dernières nouvelles, on nous a dit 36 000 morts et 80 000 blessés. Exact. Pour toi, une fourchette, ce serait combien? Pour moi, il faut multiplier par 3, voire par 4. Ah ouais. Sans exagérer. Parce que si je prends mon expérience à moi d'une journée, d'accord, de 24 heures, si je prends par exemple Abir, si je prends les moignons infectés qui faisaient des septicémies, oui, parce qu'après qu'ils finissent par mourir. Exactement. En fait, ils vont mourir et ils vont pas être enregistrés. Tu sais, la nana ils vont qui pas s'occupe des registres, elle va pas mettre que c'est un mort de la guerre. Elle met que c'est un mort suite à des blessures. Suite à une blessure, un arrêt cardiaque, etc. Donc ils sont pas comptabilisés ceux-là.
En une journée, tu voyais combien de morts en moyenne? Moi, je multiplie par 3. Aux urgences, on faisait à peu près entre 200 et 300 patients par jour aux urgences accueillis. Ça allait de la mort à, comme j'ai dit, crâne ouvert, plaie par balle, des membres, hein, vraiment. Il y a plus, le patient arrive, il n'y a plus le membre. Hein, parce que nous, le flux de gens, d'enfants déchiquetés qu'on voyait sur nos téléphones portables, alors toi, j'imagine que tu as dû voir encore plus de choses. T'imagines, enfin, nous, déjà, on en voyait beaucoup trop sur le téléphone, mais toi, tu étais vraiment en direct, quoi. Tu veux que je te dise, j'ai encore plus de mal, je sais pas si c'est audible, mais j'ai encore plus de mal à le voir maintenant que je suis rentrée que quand j'y étais. Quand j'y étais, parce que tu sais que c'est réel, en fait. C'était réel, et en fait, j'étais dans mon truc de, ok, là, il faut mettre un garrot, ok, je fais une photo, je monte voir le chirurgien, j'essaie de trouver une place, tu vois, j'étais dans l'urgence, j'étais occupée, donc mon cerveau, tu gardais ton sang-froid, en fait, parce que c'est la manière, chirurgicale, enfin chirurgien, on garde le sang-froid, on est dans l'urgence. Exact. Et c'est après, c'est quand tu te poses et que tu prends du recul sur les choses qu'après la dépression, elle vient. C'est après que tu te dis, what? En fait, quand je me disais, waouh, ce que je raconte là, c'est chaud quand même. Ouais. C'est le soir quand on se rejoignait avec les collègues, parce que les collègues étaient beaucoup au bloc. Il y avait des chirurgiens, il y avait anesthésistes réanimateurs, ils étaient au bloc. Donc au bloc, tu emmènes qui? Les patients qui sont opérables. Mais les patients qui arrivent déjà morts, etc., tout ça, c'était aux urgences. Donc quand le soir, on se rejoignait un peu pour boire un thé ou essayer de papoter entre nous et tout, et que je racontais, soufflais, etc., c'est là que je me disais, mais vous vous rendez compte quand même qu'il y a eu ça aujourd'hui, il y a eu ça. Aujourd'hui, il y a eu 12 morts d'un coup qui sont venus sur une charrette, tous étaient morts. Mais en fait, c'est ça qui est dur, c'est que quand ils arrivent, c'est l'espoir en fait. Ça, c'est trop dur. Ça aussi, c'est extrêmement dur. C'est l'espoir dans le regard des proches. C'est quelque chose de très difficile à traduire, tu vois. Parce que tu peux pas traduire une émotion, tu peux essayer de l'expliquer, mais tu peux pas la traduire puisqu'elle est ressentie. Mais quand tu as tous ces proches qui te regardent, et cette attente, tu vois, que j'ai essayé de décrire à la Semaine nationale, cette attente, c'est vraiment, vraiment horrible. Cette attente d'être suspendu à tes lèvres pour que tu leur dises, non, il y a un pouls, on va essayer, on va faire quelque chose, tu vois. Ça, c'est vraiment le plus difficile. Ouais, vraiment. Ouais. Waouh. Et donc, il y a de la famine aussi là-bas. Famine, pollution. Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, prolifération de bactéries, encore pire. Oui, tout l'hôpital, ça, moi, j'en ai aucun doute que c'est le... Et dans les tentes et tout ça aussi. Oui. L'eau, il n'y a pas d'eau potable. Non. Tu as pu manger à ta faim ou l'aide humanitaire à ce moment-là, bon, là, je sais que c'est très compliqué, là. Une des premières choses qu'on nous a dites, c'était dans le bureau du directeur, ils nous ont dit, vous aurez droit à un repas par jour, vous préférez pour le midi ou pour le soir? On a tous dit, bon, on préfère le soir, évidemment. Donc, on avait un repas le soir, c'était ou du riz avec un petit bout de viande, parfois. Parfois, il y avait le bout de viande. Tu vois, quand tu fais des brochettes, tu vois, quand tu coupes un morceau de brochette, bah, tu avais ça, ce morceau-là, à peu près. Et sinon, tu avais aussi des produits bruts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas cuisiné du riz, mais ils te donnaient un lot, en fait. C'était un lot. Tu as un gars avec un sac, une espèce de... Ouais, c'était comme une corbeille, mais ça fait vraiment haute, tu vois. Une corbeille, mais avec une attache. Il faisait le tour des services et il disait à chacun de choisir un truc. Ça pouvait être un peu de lentilles, un peu de farine, un peu de pois chiches, un peu de fèves. Ça pouvait être un bloc de feta, un peu, tu sais, comme de la feta. Ça pouvait être une tomate, tu vois, pour qu'ils mettent en commun et qu'ils cuisinent. D'accord. Et donc, tu as reçu des gens qui souffraient de malnutrition, notamment des bébés? Oui, aux urgences. Bah, à Bir, c'est totalement son problème. Ah bah oui. Ouais. À Bir, c'est totalement son problème. Et après, il faut savoir que la cicatrisation d'une plaie passe par une bonne nutrition. Il faut avoir un bon taux de protéines dans le sang pour bien, entre autres, bien sûr, entre les plaquettes, etc., pour cicatriser. Donc forcément, une malnutrition, un déficit protéinique fait que tu cicatriseras pas. Donc c'est aussi, il n'y a pas que l'infection, il n'y a pas que le manque de moyens matériels, il y a aussi la malnutrition qui est à l'origine de ces infections et de ces plaies qui ne cicatrisent pas. Donc oui, ils sont tous... Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de personnel. Parce que le fait de venir travailler leur assure un repas par jour. Tu vois, c'est triste. C'est triste parce que c'est quand même des grands chirurgiens, tu vois, je sais pas si tu as déjà vu un chirurgien, mais tu vois le chirurgien, quoi. Un chirurgien, c'est toujours un peu
il y a un peu d'ego, quoi, normal. Hein. Là, je pense que plus personne n'a d'ego. Là, tu as une espèce de... il n'y a plus de rang social. Tout le monde est au même niveau. Tout le monde mange dans la même assiette. Tout le monde se respecte de la même manière parce que chacun sait que je peux te sourire, mais j'ai peut-être perdu ma femme, mes enfants, tu vois. Donc, il y a une espèce et il y a une cohésion entre eux qui est énorme. Il y a une cohésion entre eux qui est très, très forte. Quand tu es rentrée, donc du coup, tu as eu cette allocution à l'Assemblée nationale. Quand tu vois dans les médias le traitement médiatique, et que toi, tu as été sur le terrain et qu'il y a toujours des gens qui disent oui, c'est faux, il n'y a pas de génocide, ce sont des poupées. J'ai entendu un homme qui disait oui, ce sont des fausses poupées, c'est pas des vrais bébés morts et tout. Quand tu entends ce genre de discours, qu'est-ce que ça te procure? C'est beaucoup de colère, c'est pour ça que on demande vraiment, on insiste vraiment beaucoup pour témoigner. Tous les soignants de retour de Gaza, la seule chose qu'ils demandent viscéralement, c'est de témoigner sous serment, parce qu'on risque amende, emprisonnement, et qu'on ne fera pas ça, évidemment. Pascal André, qui est un des médecins d'une autre rotation de Palmette, a documenté 3h30 d'enregistrement de ce qu'il a pu filmer sur place là-bas, avec des audios, avec des images. Il est prêt à les mettre à la disposition de ta cité BFM, de tous ces médias, oui. De chaque média qui voudra en parler, qui voudra le recevoir. Pascal, il ne refuse pas les prises de parole. Mais comme il n'a pas le bon discours, il n'est pas réinvité. D'accord. Tu vois donc c'est quoi le bon discours en fait? Le bon discours, ce serait... courber les chines et mentir? Et pourquoi pas? Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que si je mens en disant non, oui, effectivement, il y a des poupées pour le sensationnalisme, est-ce que si je le dis et que du coup on m'invite pour le dire, je pourrais placer, bon d'accord, il y a peut-être un peu de poupées pour le sensationnalisme, mais il y a aussi des vrais gens, je sais pas, est-ce que la fin, je sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être entendu? Qu'est-ce qu'on propose? Si vous avez des propositions, qu'est-ce qu'on doit faire pour être entendu? On a tout essayé. Émission de grande écoute, j'allais dire ils veulent pas de nous, en tout cas ils nous ont pas sollicité. C'est pas difficile de nous trouver, hein. Ne t'inquiète pas, tout le monde a des contacts. Émission de grande écoute ne nous ont pas sollicité. Grands journaux, grands médias. J'aime pas dire grands médias, mais on se comprend. En tout cas, ceux qui ont le plus d'audience ne nous ont pas sollicité. Il y a une grande radio nationale française qui devait me faire témoigner et qui m'a annulé, mais 10 minutes avant. 10 minutes avant. Et moi, en fait, ce qui m'embête, c'est que j'ai une orga derrière. C'est que j'ai des gosses que je récupère le midi, c'est que j'ai un boulot, je fais une orga. C'est un manque de respect. C'est très irrespectueux. Très irrespectueux. Une fois, il y en a une qui m'a annulé 10 minutes avant, une autre, un média sur le web. Elle se reconnaîtra. Et elle a osé me dire, quand je lui ai dit, bah, c'est pas cool, en fait, 10 minutes avant, franchement, je comprends votre recherche de sensationnalisme, parce qu'elle a préféré prendre des médecins qu'une infirmière. Je le comprends, mais pas 10 minutes avant, quoi, c'est pas cool. Du coup, elle m'a attaquée, elle m'a dit oui, c'est votre ego qui parle. J'ai dit, bah alors là, s'il y en a bien qui n'a pas d'ego surdimensionné, franchement, c'est bien moi. Mais voilà, il y a une espèce de manque de respect de notre discours. Je pensais vraiment qu'après l'Assemblée nationale, ça allait être repris partout et qu'on allait dire attendez, on s'arrête 5 minutes. On a des Français francophones qui nous parlent en français, qui sont allés, c'est les premiers, ils viennent de rentrer, ils ont des trucs à nous dire là. Il faut peut-être qu'on retire les œillères 2 secondes. Rien du tout. Rien du tout. C'est dingue. Voilà. Et moi, les Palestiniens m'ont demandé de témoigner. Parce que de base, je suis quelqu'un d'assez discret. Tu vois. Vrai. Je suis quelqu'un d'assez... D'ailleurs, tu viens juste d'ouvrir ton Instagram. Si vous voulez aller suivre Iman, on vous partagera son compte Instagram parce qu'elle a un petit compte, mais elle a fait tellement de choses. Je sais que c'est pas ton délire de t'afficher ou de t'exposer. Et là, tu le fais vraiment parce que tu n'as plus le choix. Je suis vraiment quelqu'un d'assez discret en règle générale. Et là, effectivement, il y a un engouement. Un engouement, ouais, c'est pas beau. C'est pas un engouement, mais en tout cas, on est à la recherche. Les convaincus sont à la recherche de témoignages de Français francophones qui sont allés sur place. Voilà. Ouais. Et ça met du baume au cœur, tu vois. Bah oui. Ouais, ça met du baume au cœur. Je me dis, il y a encore des êtres humains. Parce que, je sais pas si tu as vu à l'Assemblée nationale, quand je suis revenue, j'ai dit cette phrase, j'ai l'impression d'être revenue, mais dans un monde de fous. Tu vois. Et c'est vraiment ça. J'ai vraiment besoin de verbaliser qu'un enfant, c'est innocent. Et tu es là et tu te dis,
Ça me rappelle nos séries quand on était jeunes, Code Quantum, Les Visiteurs, tout ça. C'est des séries de vieilles, là. Et où, en fait, tu te disais, ouais, c'est une faille spatio-temporelle, Code Quantum, ça n'existe pas. Mais c'est exactement ce que je dis tout le temps. J'ai dit, on a shifté de réalité, quoi. On a fait un saut quantique et maintenant on est dans un monde qu'on ne reconnaît plus. Mais est-ce que quand tu étais jeune, tu disais, mais ça se trouve, ça existe? Ouais. Moi, quand j'étais petite et que je regardais Code Quantum, je me le dis tout le temps. Hein, que je me disais, mais ça se trouve, c'est vrai? Ah mince! Je te jure, moi, je suis à fond dans la science-fiction. Mais quand ça reste au cinéma, pas dans la vraie vie, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je me disais quand j'étais petite, ça se trouve, ça existe vraiment, Code Quantum. C'est fou. Et les visiteurs. Tu sais, ou peut-être on est dans un monde parallèle. Mais c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée. J'ai dit, mais j'ai l'impression d'être revenue dans un monde de fous où il faut que j'explique et que je verbalise qu'un enfant, bah, déjà, c'est innocent. Que c'est mal de tuer des enfants, et tout simplement. Il ne faut pas tuer des enfants. Genre, il faut le dire. C'est dingue. Et après, tu te rends compte, en fait, on m'invite, on parle, on me parle. Je fais beaucoup de conférences, débats un peu, etc. Donc moi, je ne débat pas. J'apporte un témoignage factuel. Je ne suis pas là pour être contredite ou débattre. J'apporte un témoignage factuel. Mais je commence à discuter, donc j'apprends de plus en plus de choses. Je m'imprègne du savoir de chaque conférence. Et puis, je me rends compte qu'en fait, on commence à dire que des enfants qui meurent, ben, c'est pas si grave parce que dans tous les cas, les mamans sont prêtes à sacrifier leurs enfants en martyrs. What? Non. Des enfants qui se font tuer? Non. Et il y en a une autre qui a dit, une blonde, je sais plus comment elle s'appelle, oui, de toute façon, les enfants doivent mourir, c'est le sort des Palestiniens. What? Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, et ça passe. C'est irréel. C'est irréel. Et tu sais, même là, j'ai de la chance, et pourvu que ça dure, mais j'ai pas trop de personnes qui m'attaquent. J'ai des petites choses en DM, mais ça reste... je réponds pas de toute façon, mais ça reste pas... ça va. Mais par contre, en commentaire sous la vidéo, notamment celle de la fête des mères, il y a eu beaucoup de commentaires de personnes qui parlent toujours du 7 octobre, du 7 octobre, du 7 octobre. Ça fait 8 mois que c'est le 7 octobre en Palestine. Mais c'est vrai, 36 000 morts. Ouais. Tu me dis qu'il faut multiplier par 3 ou par 4. Oui. Sans compter les blessés et les gens qui sont restés... Qui vont être handicapés, paraplégiques, tétraplégiques. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. S'ils survivent à leurs blessures. Parce que si tu me dis que c'est infecté... Oui, j'ai pas d'espoir. Et il y a beaucoup de morts de patients que j'ai vus en janvier, en février. Et là, j'en ai moins. Mais des semaines et des semaines après, Iman, tu te rappelles d'une telle, tu te rappelles d'un tel cas qu'on avait fait ensemble, on avait réanimé, on avait fait ça. Elle est décédée, il est décédé, tu vois. Donc il décède des fois plusieurs mois plus tard. J'ai appris le décès de Iem, une petite qui a été brûlée. En swipant sur mon téléphone, vraiment, je scrollais. Et il y a un témoignage de 3 médecins américains qui ont témoigné dans une émission aux États-Unis. Et il brandit sa photo en expliquant son histoire et il dit elle est décédée en Égypte. Et j'apprends, et je reconnais Iem. Et moi, j'étais restée sur elle est partie en Égypte. Donc dans ma tête, elle est partie en Égypte, c'est qu'elle est sauvée. Et en fait, il raconte qu'il a lui-même vu en Égypte qu'elle était décédée. Et j'apprends ça comme ça. J'étais tellement triste. Du coup, j'en ai informé mes collègues. Je leur ai envoyé en disant regardez, il parle d'Iem. À l'hôpital européen de Gaza. Nous sommes aujourd'hui le 4 février 2024. Donc, je suis là depuis 15 jours exactement. J'ai vu beaucoup de situations très très difficiles. Aujourd'hui, je vous présente Iem parce que c'est important qu'on mette des visages et des histoires sur des chiffres. Elle a 8 ans et Iem, elle est contente de manger du raisin parce que c'est très rare ici. On a pu lui en trouver un petit peu, elle en avait envie. Iem, elle a perdu son papa et sa sœur dans une attaque à la bombe au phosphate. Donc elle est brûlée sur les mains, sur le visage, les oreilles, les cheveux, comme on peut le voir. Je peux montrer. Iem, elle est d'accord et sa maman aussi pour qu'on mette un visage sur son nom. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué pour elle. Les suites vont être très compliquées. On est en réanimation là, ICU comme ils disent. Ils ont la chance d'avoir du personnel qui travaille avec le cœur. Et c'est ce qui fait qu'ils arrivent quand même à sauver des vies. Donc on peut voir, hein, ça va sur ses jambes, on va pas tout montrer. Mais elle est vraiment très brûlée. Là je reviens d'une explosion, le monsieur a perdu ses 2 jambes. Enfin voilà, depuis 15 jours les histoires malheureusement se suivent et se ressemblent. Mais il me semblait important qu'on puisse mettre un visage sur un nom. Alors on va couper la vidéo parce que je vais vite aller lui chercher un nounours que je viens de lui promettre. Mais je ne sais pas ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire de plus pour les réhumaniser. On est tous sur tous les soignants,
de par le monde, hein, je ne parle pas que des soignants français, il y a eu des Américains, des Anglais, des Turcs, il y a plein de soignants qui sont entrés à Gaza, disent tous la même chose. Il faut réhumaniser. J'ai dit au concert, est-ce que si on leur donne d'autres prénoms, ça va... Est-ce que si on leur donne d'autres prénoms, si on les appelle Julie, Camille, ça va passer? Si on ne dit pas Abir, si on dit que... Donc toi, tu penses vraiment que le fait qu'ils soient palestiniens, qu'ils soient arabes, musulmans ou voilà, chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens aussi en Palestine, oui. Le fait qu'ils soient palestiniens, c'est ça qui fait pencher la balance vers le racisme et la déshumanisation. Totalement, bien sûr. C'est dingue. Quand on parle de cette population comme un cancer à une heure de grande écoute, tu vois, qu'est-ce que tu veux que l'opinion retienne? Qu'est-ce que tu veux que l'opinion retienne quand on dit que c'est un cancer? Je comprends pas cette phrase. Je comprends pas moi non plus. Tu sais, genre, je suis un peu Mère Je pense Teresa, que c'est la personne qui l'a dite qui est un cancer. Pour moi, j'aimerais bien le rencontrer. Vision. Moi, j'aimerais bien le rencontrer. Ouais, bah oui. Tu sais qu'avant d'aller à l'Assemblée, j'ai demandé s'il allait être là. Ouais. Il a reçu l'invitation, il n'est pas venu. J'aurais adoré qu'il soit là. Moi, je pense qu'il a beaucoup de culpabilité en lui, en fait. Et tout ce qui se répète, c'est... il se répète toujours les mêmes bêtises pour essayer de faire en sorte... Vous savez, il y a des mythomanes qui sont des mythomanes pathologiques. Oui, bien sûr. Ça existe, hein. C'est une maladie qui est reconnue, hein, la mythomanie. Et je pense que lui fait partie de cette catégorie. Enfin, c'est-à-dire, comment on peut répéter autant de bêtises et après là, avoir les images et voir les choses et y croire, finir par y croire en fait. Moi, je suis triste pour lui, tu sais. Je suis triste pour lui parce que déjà, pour penser comme ça d'une population qu'il ne connaît pas personnellement, il faut être très triste, je pense. Il y a une dimension qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a des liens qui sont créés entre personnes d'un certain rang, dont nous, on n'a peut-être pas la perception, mais qui sont là, qui existent. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, mais je pense que de plus en plus de personnes, de civils, de personnes lambda, ouvrent les yeux. Mais tu regardes les manifestations, le peuple comprend, le peuple est pour la paix et pour un cessez-le-feu et pour l'humanisation. Tu vois la force du peuple, enfin, c'est énorme quoi, pour cette cause-là. On le sait. Il n'y a qu'à voir cette semaine. Il n'y a qu'à voir cette semaine et c'est pas terminé. J'ai l'impression que les dirigeants, il y a une dimension que nous on perçoit pas, que eux, voilà. J'arrive pas à l'expliquer, hein, je te cache pas. Même les personnalités publiques. Il y a énormément de personnalités publiques qui n'ont rien dit, qui ont fermé leur bouche. Je comprends pas. Je vais te donner l'exemple de ma vidéo là. Ouais. On a démarché de par des contacts. Hein, j'ai pas les contacts directs. Hein, je connais pas toutes ces personnes-là directement. Mais j'ai des contacts. Déjà Manon, ma copine, elle l'a fait. Manon, adorable. Ça a été une des premières à dire oui. Dans mon cœur. Blanche Gardin aussi, je tiens à la saluer. Blanche Gardin, ouais. Blanche Gardin, il y a eu Valentine, Audrey Vernon, Sabrina Ouazani, évidemment. Qui s'est exprimée pour la première fois aussi parce qu'elle avait... Sur la vidéo. Ouais, elle n'avait pas encore pris position. Franchement, je suis contente qu'elle l'ait fait. Et je suis contente qu'elle l'ait fait. Elle a fait Voices for Gaza. Ouais, mais récemment. Je sais pas. Aussi, tu vois ce que je veux dire? Pourtant, elle ça fait 8 mois que ça dure le truc. Donc je suis contente qu'elle ait, ouais, je suis contente qu'elle ait pris position. Tu as démarché des personnes, donc tu as eu des refus, je suppose. Alors, j'ai tout eu en fait. J'ai eu des personnes adorables qui m'ont répondu du tac au tac. Je t'adore, mais ce sera non pour moi. Et c'est chill, il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'ai eu une réponse. Ouais. J'ai eu... c'est génial. Ah ok, super l'idée, parce qu'en fait, je me suis basée sur un modèle américain. J'ai pas eu cette idée de ma tête, tout ça. Je me suis inspirée d'un modèle américain. J'envoyais un peu le modèle en essayant d'expliquer ce que j'allais faire. J'avais préparé un petit texte à mes contacts à envoyer. Et c'était super, je peux recevoir le texte. Et dès qu'ils recevaient le texte avec le mot génocide dedans. Alors dans le premier texte, il n'y avait pas le mot génocide, je tiens à le préciser. Il y avait... je ne sais plus ce que j'avais mis comme mot, mais je n'avais pas mis génocide. J'avais mis massacre. Et donc, dès qu'il y avait le titre, dès qu'il y avait le texte vu, plus de nouvelles à mon contact. J'avais celle... Des gens très connus? Ouais. Très connus? Ouais. D'origine maghrébine? Je dirais pas, c'est pas cool. On dit pas les noms. Non, il y a de toute origine. Okay. Franchement, sur le modèle bravo. de la vidéo américaine, j'ai voulu, sur la base de la vidéo américaine, j'ai vraiment voulu avoir un panel de personnes de la culture, des personnes black, des personnes d'âge mûr, j'ai voulu des plus jeunes. Tu m'as dit ça, ouais, c'est vrai, ouais. Voilà, mais tu as raison de le faire parce qu'il faut inclure tout le monde. Hein. C'est une cause humaine, donc on est tous pareils en fait.
qu'il y en a une qui a répondu « Alors attends, j'émerge » parce que du coup, elle a dû être embêtée d'avoir écouté la note vocale de mon contact et d'avoir eu « Alors attends, là, je viens d'émerger, promis, je me lève, je lis et puis je te réponds. » Et après, blackout, plus de nouvelles à mon contact, tu vois. On a eu ce genre de choses. Mais dis non, en fait. Juste dis non que je t'attende pas. Parce que moi, en fait, ça m'a fait perdre beaucoup de temps, beaucoup de stress. Parce qu'on se disait, bon, allez, on se donne jusqu'à demain pour pas embêter la personne. Elle est peut-être en tournage, elle est peut-être en famille, etc. Je tiens à saluer Nawal Madani, qui devait être dans la vidéo, mais qui a perdu un proche et qui s'est excusé dans un message adorable. Mais Nawal, de toute façon, on se sait, elle a fait énormément de choses pour la police déjà dès le départ. Donc, voilà, Nawal devait être dans la vidéo et elle a perdu un ami proche, donc elle se sentait pas de le faire. Et moi, j'étais en deadline avec le vidéaste qui me faisait le montage. Donc voilà, elle devait faire la vidéo. Mais voilà, c'est ça qui m'embête en fait. C'est voilà, lâchez pas un vu, quoi. Vous me dites non, je le sens pas et c'est chill aussi, tu vois. Mais ouais, j'ai eu un petit peu de tout et je me suis promis. Les absents ont toujours tort. Et donc maintenant, le collectif pour la Palestine, donc c'est un réseau d'artistes. Voilà, exactement. Ouais. Avec Franck, avec lequel j'ai eu la chance de faire une interview. Je connais, Il est génial. Ouais. Il est génial. Donc tu as fait Voices for Gaza ou pas? Oui. Très bien. Ouais, ils m'ont proposé. Alors moi, c'est simple, je refuse aucune prise de parole à partir du moment où elle peut mettre en lumière les Palestiniens. Mais bien sûr. Si tu veux, moi, avant de rentrer, Siam, j'ai une collègue du collectif des Blouses Blanches pour Gaza qui m'a appelée, j'étais là-bas. Elle voulait me parler, elle m'appelle, elle me dit Iman, il y a la liste de vos prénoms qui est dans la presse et ils savent que vous rentrez tel jour à telle heure et il y a des journalistes qui vont venir et qui connaissent votre nom et votre prénom et qui vont venir à l'aéroport. Moi, j'appelle mon ONG, je m'énerve en disant écoutez, je veux rien savoir, moi je sors par la petite porte, je donne rendez-vous à ma famille sur le parking, j'enlève mon gilet Palmed. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous nous aviez garanti la sécurité et le roue libre sur le moi-je. Moi, j'ai un cabinet, je suis titulaire, moi dans ma vie. Qui a dit ça? Moi. Je m'énerve. Mais pourquoi? Parce que Parce qu'il va y avoir des journalistes? Parce que j'avais peur des représailles. Des représailles de... Ouais. J'avais peur des représailles. C'était à ton retour ou à ton arrivée? Pendant que j'étais là-bas, pendant que j'étais à Gaza. 3 jours avant mon retour au Caire. Ah, d'accord. Et pendant que je suis là-bas, j'apprends qu'il va y avoir des journalistes qui vont nous attendre à l'aéroport pour notre vol Le Caire-Paris. Ok. Tu vois? Ok. Et je pète un câble. Je m'énerve contre l'ONG. Je leur dis, moi, s'il y a des journalistes, j'attends ma famille sur le parking. Je sors tête baissée. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. D'accord. Oui, t'inquiète pas, Iman, pas de souci. On va calmer le truc et tout. Ok. Et finalement, je vais voir mes collègues en réa et je leur raconte, vous vous rendez compte, il y a des journalistes, notre liste, elle a fuité. Et eux me regardent, mais méchamment. Ils disent, mais Iman, genre, tu comptes pas parler de tout ce que t'as fait là? De nous et tout. Oui. Je dis bah non. C'est pour ça que je comprends pas depuis le début. Je dis bah ouais. Je dis bah non, attends. Ça serait bien qu'il y ait des journalistes. Égoïste quoi. Je pars sur le truc. Non mais attends, moi je peux pas, je dois être discrète dans ma ville et tout. Ils me disent mais non Iman, t'es un témoin, t'as vu des choses, il faut que tu racontes nos histoires, il faut que tu racontes. Il m'a suffi de 2 minutes de remontrance de leur part pour ne plus rien refuser. Depuis que je suis revenue, je ne refuse aucun média parce que je me dis si j'arrive à toucher une seule personne lors d'une conférence, une seule personne lors d'une interview comme on fait là, je refuse rien. S'il y a une seule personne qui se dit ah, attends, je vais aller voir, ils font quoi le collectif Urgence Palestine ou le collectif Blouses Blanches pour Gaza? Ah, il y a un rassemblement ou il y a une réunion, eh ben je vais y aller, je serai contente. Voilà. C'est ton devoir maintenant, ma chérie. C'est ça, à leur demande. Ouais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Au début, je me disais, les soignants qui sont partis après prendraient le relais. Au début, je me disais, ça va durer 15 jours, 3 semaines, tu vois. Mes collègues qui sont partis après moi, ils vont rentrer, ils vont prendre le relais. Les médias voudront le dernier rentré, tu vois. Et pas du tout, et c'est pas grave, et je porte leur voix, et il faut pas hésiter à s'engager. Et tu la portes très bien parce que tu nous as vraiment raconté tout ce que tu as vu, et je suis contente, je suis ravie qu'on ait eu cet entretien. Il me reste 2 questions avant de clôturer cette interview. Première question, comment on peut venir en aide aux Palestiniens? Il y a diverses cagnottes parce que là-bas, je suppose qu'ils n'ont plus de métier, plus d'argent, plus rien en fait. Donc leur solution dans l'immédiat serait de pouvoir fuiter cette zone de guerre et il y a des familles qui ont des cagnottes un petit peu. Comment on peut... parce que même l'aide humanitaire ne peut pas rentrer. Enfin, comment on peut aider les Palestiniens? Tu sais, au début, j'étais contre les cagnottes qui font sortir les Palestiniens, parce que c'est le but, de les chasser de leur terre. C'est difficile pour eux de revenir sur leur terre. Donc j'étais contre ces cagnottes. Aidez-les à mieux se nourrir sur place, mais ne les faites pas sortir. Finalement, une fois que je les ai côtoyés,
Moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils restent safe, qu'ils restent en vie. Donc moi aussi, j'ai fait des cagnottes pour les faire sortir. Donc comment on peut les aider ? On en est là. On en est là. Comment on peut les aider ? Déjà, la première chose à laquelle j'appelle beaucoup, c'est le boycott. On n'en parle pas assez, mais c'est hyper important. Ce que j'ai dit au concert, et je suis contente parce que l'auditoire était très jeune. Beaucoup découvraient presque la cause palestinienne. Donc ce que je dis, c'est quand on va boire cette boisson, une gorgée, ou quand on va manger ce sandwich de cette enseigne, ou quand on va aller faire ses courses chez cette enseigne-là, voilà, on se comprend. Même les personnalités, maintenant il y a un mouvement qui s'appelle Blockout 2024. Bloquer toutes ces personnes-là qui ne... Tu sais, you are what you eat, que ce soit de la bouffe ou même de de quoi on se nourrit sur les réseaux sociaux. Toutes les personnes, moi, j'ai unfollow beaucoup de stars qui se sont pas, ou se sont mal positionnées ou vraiment ont ignoré la chose. Ces personnes-là, j'ai même pas envie de les voir dans mon feed. Mais donc il y a un truc, mais bon, après faire attention vraiment, parce que des fois il y a des listes qui sortent et tout, il faut vraiment bien vérifier. Oui. Pas le faire bêtement. Vérifiez bien si ces personnes-là elles ont les mêmes valeurs que vous ou pas. Exact. Et le blocage, le boycott. Les manifs. Les manifs, Bien sûr, parce que déjà, ça, tu vois, on prend la manif prendre ces réseaux, faire des vidéos, parler, documenter des choses, parce qu'il n'y a pas de journalistes là-bas. Il faut urbaniser la cause palestinienne, il faut qu'elle devienne normale. Parce que là, par exemple, là j'étais à TF1, juste avant d'arriver, j'avais cette veste. Et je me suis dit, non, je ne peux pas marcher là avec. Je l'ai enlevé et j'avais dans le coffre que le manteau de ma fille. J'ai mis le manteau de ma fille, tu vois, pour pouvoir traverser et pas me faire trop embêter. Non, il faut que la cause palestinienne, on peut porter un pins, tu vois, comme la journée. On peut porter un petit quelque chose, un petit kéfier, un petit quelque chose pour montrer sa solidarité, déjà. Et en fait, il faut banaliser dans l'espace la cause palestinienne. Parce que c'est, à mon sens, mais... Alors, j'aimerais bien que, si je me trompe, que ce soit quelqu'un qui ait du bagage, qui me le dise et qui me l'explique. Mais la cause palestinienne, ce n'est pas une cause politique, à mon sens. Là, en l'état actuel des choses, c'est une cause humaine. C'est une cause humaine. Ouais. En fait, quand tu dis, on a beaucoup de collectifs avec nous, juifs anticoloniales ou décoloniales. Le Tzedek, on vous passe le salam. Voilà, et le JFP aussi. Et le JFP aussi, qui sont géniaux, ils sont à tous les... Là, il y a beaucoup de personnes qui stand with Palestine. Et en fait, on essaie d'expliquer que c'est pas du tout politique. La politique, c'est pas pour nous. Bien sûr. La politique, c'est pas à nous de la faire. Mais il faut le réexpliquer. Il y a des gens intelligents quand même. Ils savent faire la part des choses. C'est pour ça que quand tu me dis qu'il faut quand même expliquer que c'est chiant d'expliquer, mais il faut le faire pour les personnes qui ne captent pas en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se victimiser, qui veulent se dire oui, mais c'est des dommages collatéraux, tous ces gens-là là. Ils sortent des excuses parce qu'ils n'arrivent pas à avoir... Je sais pas, tu as tes enfants, elles font des bêtises. Tu leur dis tu as fait des bêtises, tu leur mets le nez dans leur caca. Et ben, quand tu fais la même chose avec ces gens-là qui sont dans le faux, et ben, ils vont essayer de trouver des excuses parce qu'ils n'arrivent pas à conscientiser que si ça se passe en fait et que c'est réel, tu vois. Bien sûr. Alors au lieu de mettre le nez dans leur caca aux gens, aux voix discordantes qu'il y a dans leur famille, parce qu'il y a des familles qui ne sont pas d'accord. Hein, donc... non, faut adresser les choses. Il faut rester sensé et humain. Remettez vos pieds sur terre et observez de vos yeux qu'il y a des innocents qui se font tuer. Là, l'heure, elle est super grave. Oui. Et moi, ça fait 8 mois que je dis ça. J'ai fait des vidéos. J'ai même fait une vidéo où j'étais très, très remontée contre Biden, Netanyahou et même notre président. Et t'as pas eu de... Si, toi, t'es shadowban. Si, j'étais shadowban tout le temps, même là, actuellement, je le suis, tu vois, mais c'est pas un problème. C'est vrai. Je veux dire, Mon mari à un moment donné... tout à l'heure, il a dû taper tout ton nom. Qui ça? Mon mari. Ah ben, tu vois. Il a dû taper tout ton nom. Voilà, je suis shadowban. Et je suis fière de l'être. Voilà, je suis fière de l'être. En fait, je pense que c'est parce que dans ta photo de profil, il y a le drapeau. En fait, dès que tu mets le drapeau... Ouais, non, j'ai mis stop génocide. Oui, mais il y a voilà. Non, il n'y a pas que ça. C'est parce que je partage en story ce que Motaz Aziza y relaye, etc. Toutes ces choses-là. Je partage parce que j'ai envie que les gens voient ce qui se passe, quoi. Même si c'est dur pour moi de le faire. C'est très, très dur, tu vois. Mais voilà, ma dernière question, du coup, est-ce que tu es prête? L'ultime question. Avec ce que tu as vécu et avec ce que tu vois, est-ce que tu as toujours foi en l'humanité? Waouh, c'est une très belle question, Siam. Alors, je la perds pendant la semaine et je la récupère le samedi, ma foi en l'humanité. Ah bon? Parce que je vais manifester tous les samedis. Ouais.
Et là, cette semaine, tu vois, là, j'ai fait un live, je crois que j'ai dû poster sur mon compte, où j'arrive sur TF1 et il n'y a personne. Et d'un coup, je commence à entendre les cris et je m'approche. Et ouais, je l'ai vu ton live. Voilà, et d'un coup, je commence à dire ah, c'est bon, ils sont là. C'est bon, ils sont là. Ouais. Ça fait du bien. Ah, voilà, je suis avec des humains. C'est bon, je peux crier. Et je me mets à crier. Voilà. Et c'est ça qui me redonne foi, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui sont touchés, tu vois. Qui sont touchés par tous les morts. Il faut, je crois, le répéter, qu'on est touché par tous les morts. Voilà. Tous les morts. Il faut le redire. Que pour nous, bien sûr, bien évidemment. Que pour nous, il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre. Pas du tout. Oui, mais il faut le dire, tu as raison. Il y a des choses qu'il faut peut-être préciser de nouveau. Ouais. Pour nous, en tout cas, ceux avec lesquels je défile, les collectifs avec lesquels je suis, j'en atteste qu'il n'y a pas une vie qui vaut plus que l'autre. Voilà, quand on défile et quand on demande la paix, qu'on demande la libération des otages, qu'on demande un cessez-le-feu, c'est pour tout le monde. Voilà. Merci Iman. Avec plaisir, merci. Je te fais un câlin parce que ça me fait vraiment plaisir que tu aies participé à cette interview. Merci à toi de m'avoir sollicité. Allez suivre Iman s'il vous plaît. Suivez ses actions. Elle partage énormément de choses sur ses réseaux sociaux. Maintenant, son compte Instagram est ouvert et allez lui ramener tout votre soutien parce qu'elle en a besoin. Et surtout si tu repars là-bas. Hein. J'espère que ça va s'arranger en tout cas et que tu puisses partir. Peut-être partir, mais quand il y a un cessez-le-feu définitif. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ne le demande pas parce que voilà, je ne vais pas vous forcer, mais c'est vrai que la plupart des gens qui regardent mes vidéos, des fois ils ne sont pas abonnés, donc faites-le, ça me fera vraiment plaisir et n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, partagez la vidéo, mettez un commentaire avec vos ressentis et je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Voilà, salut.